Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Des parcours d'exception, des personnes qui ont osé, qui ont échoué, rebondi et trouvé leur manière de réussir. Vitamine Sud, c'est votre dose d'énergie pour croire en vous et vivre vos rêves ici. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Vitamine Sud que j'ai le plaisir de tourner au cœur de Marseille, dans le bureau de mon invité du jour. Mon invité est un véritable citoyen du monde, avec des racines qui s'étendent du Vietnam à la Tunisie, un lycée dans le Minnesota et une première vie de diplomate à Taïwan. Il porte en lui une ouverture d'esprit rare. Ce parcours cosmopolite, couplé à une formation à Sciences Po, lui a permis de naviguer avec aisance dans les plus hautes sphères de la tech mondiale. Pendant 16 ans chez Microsoft, il a vécu de l'intérieur les grandes mutations du secteur, de la stratégie concurrentielle jusqu'à la direction des divisions cloud et IA. Mais c'est ici, sur notre territoire, qu'il a choisi d'ancrer cette vision globale. Depuis 2019, Thomas Kerjean est le capitaine de Mail in Black. Sous son impulsion, l'entreprise a radicalement changé de dimension. C'est devenu une plateforme complète de cybersécurité, protégeant aujourd'hui des milliers d'entreprises, de collectivités et d'établissements de santé, avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et une levée de fonds spectaculaire de 50 millions. Il bâtit à Marseille un véritable rempart pour notre souveraineté numérique européenne. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur et explorer cette trajectoire fascinante. Nous parlerons de la méthode pour transformer une PME en leader technologique, mais aussi de sa lecture géopolitique face au bloc américain et chinois. C'est un épisode pour ceux qui veulent comprendre comment l'ambition et le multiculturalisme peuvent servir l'intérêt général. Thomas, bienvenue sur Vitamine Sud. Bonjour Daniel, merci. Est-ce que la description, l'introduction te va pour l'instant ? J'en rougis. Thomas, toi, comment est-ce que tu aimerais te présenter? C'est la question un peu classique des podcasts. Est-ce que tu veux bien te présenter? Je suis un dirigeant de société technologique française et parent, avec un rôle éducatif que j'estime important dans la période qu'on vit. Parent depuis longtemps? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, wow. Puis 13 ans, puis 10 ans, voilà, donc Génial. 3 fois par an. Génial. Ouais. J'aimerais aussi commencer l'épisode en remerciant celle grâce à qui on est là aujourd'hui, donc Marie-Laure Guidi, l'invitée de mon 3e épisode, avec qui je crois tu t'es engagé dans le collectif Marseille au pluriel et qui a eu la gentillesse de me faire l'intro, et donc je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Et ce que je te propose aujourd'hui, donc, c'est d'abord de comprendre d'où tu viens, Thomas. Qu'est-ce que tu as appris avec tes 16 ans chez Microsoft? Oui. Ce que tu construis actuellement avec Mail in Black, et enfin, la première fois qu'on a échangé, on avait des échanges intéressants d'un point de vue politique, et j'ai envie de comprendre aussi ta lecture géopolitique sur les sujets de souveraineté numérique, de souveraineté au global, et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut se différencier par rapport aux US et à la Chine. Est-ce que ça te va comme programme? Très bien. Premièrement, enfin, on est sur Vitamine Sud. T'as passé plusieurs années de ta vie aux 4 coins du globe, 16 ans chez Microsoft, majoritairement à Paris, il me semble. Seattle, Paris, oui. Exactement. Aujourd'hui, pourquoi Marseille, déjà? J'en viens, mon épouse en vient. Donc, un stade de vie dans le secteur des technologies où, effectivement, l'industrie est plutôt localisée aux États-Unis. On en est revenu pour plusieurs raisons personnelles, familiales, mais aussi celle de vouloir construire quelque chose en France, en Europe. Ok, génial. Et donc tu n'as pas choisi Paris pour cela, du coup? Non, effectivement. T'avais hésité ou? Je pensais que ça allait se produire à Paris, mais finalement, le constat quelques années après, c'est que ça peut se passer de n'importe où, et c'est aussi bien que ça se passe depuis mon lieu de naissance. Génial, c'est trop cool. J'aimerais bien savoir d'où tu viens. Moi, tu sais, j'ai un papa marocain et une mère allemande. Il me semble que tu as des origines vietnamiennes et tunisiennes.
Ouais, ouais. D'où ça vient. Oui, ma mère est née en Tunisie, d'un père qui parlait arabe, qui était en Tunisie depuis plusieurs générations. On sait pas trop comment ils se sont retrouvés là. C'était pas des pieds noirs, c'était leur nom de famille, Gil, probablement d'origine espagnole, venait sûrement d'une immigration espagnole en Algérie, qui ensuite s'est déplacée en Tunisie. Ah, bah, Voilà. comme moi, Digna, ça vient d'Andalousie. D'accord. Et du coup, enfin, les ancêtres de ma famille marocaine devaient être en Espagne Voilà. ouais. Voilà, donc peut-être un mélange juif, arabe, je sais pas. On sait pas en fait du côté de ma mère. Et mon père, oui, effectivement, il est né à Cholon, dans la banlieue chinoise de Saigon. Donc en fait, c'était un Chinois du Vietnam, de mère chinoise et de père breton, Kerjean. Ouais. Voilà. Ça, Bien. c'était pour m'aider dans l'intégration en France. Ok. Et comment tu te retrouves? Donc là, c'est à peu près, c'est à quelques. Ouais. Petite coquille du coup. Non, je m'y retrouve. J'avais vraiment envie, jeune, j'ai eu envie de voyager, de découvrir ce qu'allaient devenir les pays les plus influents au monde. Et les États-Unis à cette époque, j'y suis allé à l'époque de la naissance d'Internet. Globalement, j'ai vu Internet émerger. Non, j'avais 15 ans, ça participait d'une curiosité, d'une envie de découvrir. C'est rentré dans mon ADN. C'est vraiment rentré dans mon ADN culturel. Chez moi, on parle aussi bien anglais que français aujourd'hui. Et les filles parlent anglais. Voilà, c'est tout un bout culturel qu'on a intégré. Je sais pas, c'est peut-être pour anticiper le futur et intégrer quelque chose qui allait se produire. Voilà. C'est fou, t'as eu du coup très très tôt, à 15 ans, une ouverture d'esprit, une maturité assez folle avec cet objectif de comprendre le monde. Là où moi, je pense à 15 ans, j'avais pas du tout cette maturité. À 15 ans, je voulais pas découvrir le monde. Je pense, j'étais peut-être un peu fou, inconscient en me disant je vais aller vivre là-bas et puis voilà. Et c'était quoi ton rêve de gosse, enfin d'adolescent à 18 ans, avant que tu commences les études, quelle était ton aspiration, où est-ce que tu te projetais? Je me projetais pas sur. Alors j'ai eu des rêves un peu théoriques. Je voulais être diplomate. Je suis allé vivre en Chine. Taïwan, c'est ça? Ouais, Taïwan, en République de Chine. Effectivement, je voulais être diplomate, mais c'était un peu comme quand ado, on veut devenir avocat. Parfois, c'est un peu une vision théorique des choses. Et puis ensuite, on apprend à se connaître. Non, ce que j'aime vraiment et ce que je sais de moi aujourd'hui, c'est que j'aime faire des projets. C'est ce qui me fait vibrer quand on me pose des questions de savoir si un jour je prendrai ma retraite. J'envisage pas ma vie comme ça. Elle est faite de projets. Ça peut être de faire un court-métrage avec ma fille le week-end ou une musique. Ça peut être de créer une entreprise. Ça doit se matérialiser par une vision que je vais projeter sur un sujet qui va m'enthousiasmer, sur laquelle je vais commencer à structurer une création. C'est ça qui m'a toujours animé. Ouais. Ok, génial. C'est très fort. Pour revenir à ce qui t'emmène à Taïwan, est-ce que tu découvres là-bas, est-ce que ça t'a marqué, et qu'est-ce que t'en retiens de t'as passé quoi, 1 an à Taïwan? 1 an, oui. Ouais. Et beaucoup sillonné l'Asie, l'Indonésie, le Japon, la Chine continentale. C'était peut-être un peu aussi pour me reconnecter avec mes racines asiatiques. J'ai appris le chinois. Mais essentiellement, j'en retiens avec le recul de mon âge, l'émergence. Je me souviens des discussions avec les diplomates et les Chinois, l'émergence d'une puissance qui se convertissait doucement d'un communisme capitaliste d'État à un nationalisme économique, et qui était en train de bouleverser tous les quartiers de Pékin, les hutongs, les quartiers rouges de Pékin étaient en train d'être rasés, et on construisait des tours. Donc la Chine était vraiment en train d'émerger comme une puissance économique significative. J'en retiens ça. J'en retiens aussi un Japon que je glorifiais un peu dans mon imaginaire, même si mon père m'en parlait pas toujours en bien. Son père ayant été torturé par les Japonais pendant la guerre. Mais j'avais une fascination, et j'ai toujours une fascination pour le Japon, mais un pays qui est en décadence lente, qui est fermé, qui n'a
aucune forme d'immigration, à part Mmh. coréenne, le Japon. Donc un pays magnifique mais statique Mmh. et qui lentement s'érode. Bon. Ouais. Et t'as l'occasion d'y retourner là, avec Men in Black de temps en temps en Asie? Non, pas avec Non? Men in Black à titre Non? personnel. Pour Ouais. l'instant, on est principalement ancré en Europe. Ouais. OK. Mais à titre personnel, oui, bien sûr. OK. Génial. Donc il me semble que tu étudies à Sciences Po, donc peut-être dans cette logique de devenir diplomate, c'est Diplomate, ça? ouais. Et c'est à quel moment que ton aspiration, ta vocation, elle change? Je pense que tu atterris tout de suite dans la tech, non? Ouais. Après Sciences Po. Non, je fais le SCP après Sciences Ah Po. d'accord, ouais. Ouais. Tu fais une école de Je fais commerce, ouais. fais le SCP. Ben, tout simplement, je me découvre en Chine. C'est pas mon truc. Les cocktails, la réalité quotidienne d'un pays qui a perdu son empreinte mondiale et qui se vit toujours dans les salons diplomatiques euh, comme un pays de l'époque gaulliste ou même coloniale est révolu. Donc en Ouais. fait, le- et les technologies ont favorisé, les technologies de transport et de communication ont favorisé finalement la résolution de problèmes Mmh. de politique internationale de manière centralisée à Paris. Donc le rôle du diplomate change de manière significative. Il n'est pas du tout ce que j'imaginais OK. être. Et puis bah voilà, je me projette plutôt. Je me visualise plus en train de créer une entreprise, d'écrire un livre Donc que d'être dans des salons à faire des vernissages. ouais, donc c'était une inspiration à à être dans l'action, quoi, plutôt que dans La création. la Ouais, création, ouais. Ouais, ouais. ouais. Je te rejoins là-dessus. Moi, j'avais hésité entre étudier la philosophie. Ouais, j'ai fait Sciences Po aussi, la philosophie ou étudier la finance, stratégie d'entreprise. Et je Mhm. me suis dit, en philosophie, t'es un peu plus dans l'observation, dans la passivité, alors que dans le monde de l'entreprise, tu peux quand même créer, changer Oui. des choses. Euh, Très clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à te lever à 6 heures du matin? Je sais pas quand tu te lèves, mais qu'est-ce qui te donne ta vitamine, ta motivation? Qu'est-ce qui t'énergise? Alors déjà, je me lève pas à 6 heures du matin. D'accord. Plutôt un couche-tard qu'un lève-tôt. Ok. Euh, et ce qui me motive, c'est le projet, le projet il y a plusieurs natures de choses qui me motivent. Il y a le projet que je suis en train de conduire aujourd'hui avec Men in Black, qui m'éclate, qui a un impact, qui a du sens, qui me démontre qu'on peut faire un grand nombre de choses dans ce pays. Je suis revenu à Marseille il y a un peu plus de 6 ans maintenant, et ce qui me motive, c'est de voir à quel point on a une image sous propagande cognitive de nous-mêmes en France, on s'imagine être nul et on se visualise, alors qu'on est un pays qui a une force de frappe, une énergie phénoménale. Et plus j'avance, plus ça m'énergise. Tu sais, tous ces schémas, Daniel, on peut pas recruter de talent en France, on peut pas faire de projet, on est en fait, je pense que les catégories dirigeantes sont des gosses gâtés dans ce pays. On peut faire énormément de choses en réalité. Lever des fonds, c'est tout à fait plausible. Il y a des mannes d'argent colossales en Europe. Non, je pense que ça c'est énergisant de voir qu'en définitive, il y a plusieurs France en France, comme il y Ouais. a plusieurs pays dans tous les pays. Il faut choisir la bonne, il faut choisir celle des optimistes et il y en a, et il y en a. T'as raison. Mais voilà, ce qui m'énergise, c'est que il y a une France qui va s'effacer doucement, c'est peut-être pas un mal. C'est d'anciennes castes de dirigeants avec des schémas qui ont fonctionné à une époque qui fonctionnent plus. Moi, ce que je vois, c'est que dans les catégories des dirigeants actuels, on peut, ayant vécu en Chine et aux États-Unis et en étant tout à fait attaché à ces pays, je dénigre pas du tout. On pourrait avoir cette conversation en chinois ou en anglais. Donc c'est pas du tout, je suis pas du tout xénophobe de ces pays dans lesquels j'ai maintenant aussi des racines. Ouais. Mais mon constat est que on a une fascination à aimer une catégorie de la population en France a une fascination à la médiocrité et à laquelle j'adhère pas du tout. Peut-être que j'ai vécu trop longtemps aux États-Unis. Et justement, c'est un point commun de tous mes invités dans le podcast. Enfin, tout le monde dit que, la France est un des meilleurs pays pour créer, pour entreprendre. Il y a une multitude de fonds à disposition, de structures d'accompagnement, etc. Oui. Alors que, dans les médias, on voit un peu une autocensure, une mauvaise estime de soi en tant que pays, un bashing de nos capacités.
pourquoi est-ce qu'il y a ce contraste selon toi entre les gens que tu côtoies, qui ont plein d'énergie et qui t'énergisent, et ce qu'on peut lire un peu dans les médias sur l'avenir un peu morose qu'on nous réserve. Oui, puis tu vois, on a fait un peu moins d'1% de croissance ce pays cette année. Oui, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus catastrophique. Ouais. J'entendais les commentaires du président américain sur la croissance dithyrambique des États-Unis et l'inflation maîtrisée. Non, 2,4% d'inflation, c'est pas neutre, c'est pas zéro. Donc, on a une façon. Alors pourquoi je sais pas. Il y a des facteurs quand même. Ouais. Je sais pas si les générations de Français historiques ont fait leur deuil de leur repositionnement mondial. Tu vois, je vois l'Espagne, l'Italie, même l'Allemagne, alors que Dieu sait que l'Allemagne avait porté un fardeau, parvenir à se repositionner Ouais. dans le monde, à retrouver leur juste. Et là encore une fois, c'est générationnel, parce que j'observe des choses très très différentes dans les générations contemporaines. Ouais. Si tu es à partir de 35-40 ans, aujourd'hui, je trouve que ces tranches d'âge ont changé. Ok. Non, mais oui, le repositionnement dans le monde, c'est-à-dire une certaine idée qu'on avait de nous-mêmes, et donc quelque part un comportement qu'on retrouve d'ailleurs dans les Ouais. ambassades, qui est plus celui d'une cour royale où on sent dans la codification culturelle que quelque chose a persisté alors que ça n'existe plus, et que ça fait passer cette catégorie de Français pour des arrogants en fait, qui sont inadéquates, inadaptés, qui parlent pas la langue des autres, qui sont pas aptes à. Voilà. Il y a aussi, je pense quand même, c'est un pays qui est dans un certain confort si on dézoome. Ouais. Alors j'ai une partie de ma famille qui est défavorisée, donc je suis lucide. Il y a les classes moyennes qui ont énormément souffert de l'inflation récente, du coût énergétique, du coût de l'alimentation. J'en suis parfaitement conscient. Il n'y a pas voilà, mais après, on est à l'échelle mondiale un pays qui globalement vit dans des conditions de vie. Je compare pas à la Finlande ou à la Suède, qui sont des pays à échelle Plus petit. plus petite. Voilà, je parle d'un pays vraiment quand même à échelle critique, 65-70 millions d'habitants. Ouais. Bon, non, ça fait rêver, un système social, un système de santé, un système de solidarité. Et là, on n'en fait pas tout ce qu'on pourrait faire de mon point de vue. On se rend pas compte. Peut-être qu'on voyage pas assez, on s'expose pas assez à l'Inde, Daniel, à la Chine, à l'ouest de la Chine, aux États-Unis, où aujourd'hui 40% de la population est obligée de cumuler 3 jobs pour survivre. Bon, voilà. Donc mon constat, c'est que aussi on perd un peu pied sur pas tout le monde. Attention, hein, je suis pas en train de dire la France entière est un adolescent en mal d'identité qui est un adolescent bourgeois. Non, c'est pas vrai. Mais le pays en tant que tel, dans son comportement, oui, reflète un peu ça à mes yeux. Ouais. Je suis assez aligné avec toi. Enfin, aujourd'hui, par rapport à d'autres pays que tu as cités, on n'a pas de risque de guerre imminente, de pauvreté extrême, enfin, même si elle existe, mais pas dans des échelles qu'on peut voir dans d'autres pays. Et aujourd'hui, dans les médias, quand il y a une crise de pouvoir d'achat, on parle davantage de je ne vais pas pouvoir en ce moment faire un restaurant ou un cinéma, ou amener mes enfants à telle activité, mais c'est pas des risques comme la guerre ou la famine, quoi. Donc mais ok. Justement, t'as une très bonne ouverture d'esprit, une très bonne compréhension globale des choses grâce à tous les pays que t'as visités. J'ai envie d'ouvrir le chapitre US. Donc ce que t'as appris. Donc déjà comment t'atterris dans la tech. Je crois que t'étais consultant, c'est ça, avant d'aller chez Microsoft. J'ai envie de comprendre un peu la genèse de comment t'as atterri chez Microsoft et après ce que tu as appris. Oui. Oui, 92, je vois Internet naître et ça me fascine. Oui, j'ai une fascination presque enfantine pour l'innovation technologique. Ok. T'as une culture un peu geek. Oui, assumée. J'adore. L'innovation me fascine intrinsèquement. Et donc Microsoft, Google, Yahoo à l'époque sont les sociétés. J'atterris chez Microsoft parce que
parce que c'est le leader mondial du software, du logiciel, et que je pense qu'il va s'y passer des choses. Voilà, c'est l'industrie qui c'est l'une des rares industries que j'aime. J'aime les industries artistiques. J'ai beaucoup d'intérêt pour l'industrie de la santé, l'éducation. Dans les projets, tu parlais de Marseille au pluriel, ça en fait partie. Et sinon, c'est la tech. Je ne m'intéresse pas à l'industrie de la banque, de la finance, de la grande distribution, du luxe, des cosmétiques. Il y a réellement que... Parce que je vois que la tech, c'est un peu l'épine dorsale de toutes les autres industries à mes yeux. C'est l'industrie qui vient influencer le cognitif, qui vient influencer l'économique, qui vient influencer le politique. Et donc, je trouve qu'elle est centrale et qu'elle va devenir de plus en plus centrale. Ok. C'est très vrai. Et du coup, qu'est-ce que donc, t'avais envie d'être là où les choses se passent, quoi, Oui. au cœur du jeu. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de tes 16 ans chez Microsoft? Enfin, si t'avais des choses qui t'aident aujourd'hui et au quotidien que t'as appris chez Microsoft, ce serait quoi? Je retiens l'humilité de Satya Nadella, fraîchement nommé CEO, dont je prépare les entretiens avec à l'époque Emmanuel Macron, qui est ministre de l'économie, qui vient faire un talk, une présentation à la Sorbonne, qui me confie entre deux rendez-vous qu'il faut que j'initie mes enfants à code.org, qu'il n'a pas vocation à gérer tout le business de Microsoft, qui veut plutôt faire en sorte que les différents dirigeants émergent. Sa vision, son humilité, sa vision, puisqu'il recentre quand même le leader mondial, qui à l'époque de Steve Ballmer est un portefeuille très large d'activités. Il le recentre sur essentiellement 2 activités, pour être caricatural, plein d'autres, mais essentiellement le cloud intelligent avec Azure, en disant nous serons l'électricité de demain et nous allons amener des services intelligents dans les 30 ans à venir sur toutes les industries. Et Office 365 qui est un peu la vache à lait qui permet finalement de financer cette croissance. Donc la capacité à réduire le bruit à des choses stratégiques et essentielles et de manière assez humble finalement, on n'est pas sur un leader clinquant. Et tout un tas d'autres expériences qui corroborent un peu celle-ci. Je retiens Alain Crozier, qui était le directeur financier mondial de Microsoft, avec qui j'ai travaillé et qui est d'une humilité déconcertante et j'apprends qu'un dirigeant, c'est pas uniquement quelqu'un de smart, c'est aussi quelqu'un d'émotionnellement très particulier, c'est-à-dire de résilient qui sait nettoyer, filtrer tout le bruit de ce qui est essentiel et qui a un certain courage, qui a une certaine vision des choses. J'en retiens Nicolas Petit, brillantissime Nicolas Petit, qui était le patron opérationnel en France. J'en retiens des expériences de ce... Je retiens des humains, là, surtout, du coup, des personnes. Des humains et des projets géniaux aussi, Daniel, quand même. Parce que j'étais quand même une des personnes fer de lance de l'installation des clouds de Microsoft en France. Azure, de l'entraînement des intelligences artificielles linguistiques. Donc, traitement de langage naturel en français. À quelle époque vous étiez bien en avance, du coup, sur ce le grand public a pu percevoir. Je sais plus te dire, en 2010. Peut-être 2010. Ou 10 ans d'avance, quoi. Okay. On parlait de services cognitifs, packagés, l'analyse de langage, les analyses émotionnelles, les analyses d'intention. On était vraiment aux prémices je me souviens faire jouer mes enfants avec des IA de reconnaissance émotionnelle. On était vraiment dans les premières... les premiers pas machine learning, deep learning commençaient à prendre de l'importance. Okay. Wow. Les GAFAM commençaient à se rendre pleinement compte que le triptyque de la loi de Moore entre la capacité de calcul qui ne cessait de croître, les capacités d'entraînement sur les données devenaient phénoménales. Donc et les progrès en algorithmie, surtout, vous voyez des Yann Lequin et d'autres travailler sur des algorithmes nouveaux. Vous connaissez, déjà à l'époque. Je m'y intéressais de très près. Il y a eu plusieurs vagues à l'IA, mais celle-ci semblait être un nouveau moment après un certain hiver de l'IA. Hein. Il y en a eu 3 quand même. Voilà, donc oui, c'était. Je retiens des projets vraiment enthousiasmants. J'allais te poser la question. Enfin, t'as vécu toutes les
principale révolution Oui, technologique de près. de très près. Enfin, là, l'explosion de la bulle Internet, Oui, l'essor des smartphones. Enfin, aujourd'hui, ça oui, paraît normal, mais c'est apparu quoi en 2006, 2007. ouais. Comme tu dis, le cloud, l'IA aujourd'hui. Enfin, C'est t'étais génial, oui, à la meilleure place pour c'est vivre tout ça. ça. Puis comme une souris Ouais, venant du sud de la France, se ouais, retrouver propulsé aussi dans des échanges entre des leaders mondiaux. ouais, C'est quand même étrange de se retrouver à côté du PDG de Microsoft interagissant avec tous les ouais, patrons du CAC 40 en France. ouais, L'Institut Montaigne nous avait aidé à créer et c'est quand même fascinant de voir de l'intérieur la direction politique et économique française, européenne, américaine interagir comme une ouais. souris au milieu des géants. Mm. C'était une expérience phénoménale, oui. Incroyable. Oui, Vu que vous aviez tout le temps un coup d'avance, enfin, vous saviez ce que le futur préparait en termes de technologie, tu te sentais pas parfois avec des dirigeants d'autres secteurs en décalage totalement, ouais, totalement. ok, Oui, je me souviens avoir briefé avant leurs échanges avec le PDG de Microsoft des PDG des patrons français de grandes entreprises et me sentir en décalage, sentir qu'ils ne voyaient pas du tout venir ce qui le monde tel que je pensais qu'il allait devenir. En même temps du doute, en me disant ils ont peut-être raison, je suis peut-être ouais. trop endoctriné à l'évangélisation technologique, peut-être. Mm. Maintenant le problème c'est qu'une industrie qui est puissante peut créer sa propre réalité aussi, peut Ouais, faire ses prophéties autoréalisatrices. Et pour c'est- moi ça venait, oui, je me sentais en ouais, décalage de ok, voir des gens des dirigeants qui ne voyaient pas du tout venir les changements, l'automatisation, et je le vois encore aujourd'hui, ouais, ne pas appréhender vraiment les transformations organisationnelles, les transformations de stratégie de positionnement qui vont être induites par la vague actuelle. ouais, Oui, tout à fait. ok. Ça fait sens que tu disais il y a 5-10 minutes là que tu avais envie de rejoindre la tech parce que c'est un peu l'épine dorsale qui façonne, on va dire, notre quotidien et notre économie de demain. Toutes ces technologies dont on a parlé ont changé la manière dont on vit, quoi. Donc, ça fait totalement sens. Oui, Euh, Là, on parle de cloud, IA. Aujourd'hui, c'est une compétition fratricide entre les GAFAM. Amazon, Microsoft et compagnie, ça tu l'as vécu aussi. Enfin, est-ce que vous étiez dans un mindset, on bosse chacun sur nos technos et on va sortir un peu notre épingle du jeu, on va être différenciant, ou c'était un peu votre principal nerf de la guerre de d'avoir un cloud meilleur qu'Amazon, une IA plus performante que l'autre. tu sais, je pense il y a deux catégories de GAFAM Ouais, qui ont des intentions différentes, vraiment différentes. Il y a une catégorie de GAFAM qui a décidé, je vais même mettre TikTok dedans, puisque c'est assimilable en termes de stratégie, dont l'intention est d'abord économique, elle est de vendre plus. Et donc, elle est pas d'espionner hein, à la base, mais euh, son évolution fait qu'en 2006, au moment où Facebook se rend compte que sa stratégie de conquête du nombre d'utilisateurs mondiaux est un écueil, tu sais, tu te souviens de cette période avec les ballons dirigeables pour ouais, essayer d'étendre le domaine de la connectivité, de la connexion. ouais, Ils se replient en décidant, en constatant que la monétisation n'est pas optimale, que leur cours de bourse ne va pas progresser dans le bon sens. Et, euh, et finalement, ils se replient sur une stratégie d'engagement. C'est-à-dire, on va travailler schématiquement sur les Occidentaux et générer plus d'engagement par utilisateur. Là, c'est le début d'un vrai point de rupture dans ok, leur stratégie, ok, qui devient une stratégie d'addiction. D'addiction. Ils recrutent des neuroscientifiques, ils recrutent des marketeurs pour accomplir une vision objective de te tenir le plus longtemps possible leurs utilisateurs sur un écran. c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ouais, Économie de l'attention. ouais, Voilà. ok, Et là, des neuroscientifiques travaillent sur les leviers cognitifs primitifs de captation de l'attention voilà. Et là, on rentre dans une brèche qui devient catastrophique de mon point de vue. Cette mm, catégorie de GAFAM, catastrophique, mm, parce elle permet ensuite, puisqu'elle se présente comme une plateforme et qu'elle revendique la liberté d'expression, euh,
elle se met à se positionner comme une possibilité pour les gens de mieux communiquer. C'était la promesse. Or, elle se met à entraîner des algorithmes qui favorisent les meilleurs taux d'engagement, à savoir des algorithmes polarisant l'attention par la colère, la peur, la haine sont de très très bons moteurs d'engagement et de captation d'attention. Donc, on va dire que ce qui était plus bête dans le monde devienne encore plus bête. C'est ma vision vraiment de ce qui s'est produit. Que la communication, collaboration produite entre les gens n'est pas du tout tenue. Cette promesse n'est pas tenue. On en vient à Cambridge Analytica, on en vient au Brexit, on en vient à des élections sous influence, comme les prochaines élections qu'on va vivre. En fait, on n'a jamais interprété le phénomène. On parle aujourd'hui de législation, d'interdiction avant 16 ans, de réseaux sociaux, Non, en fait, de mon point de vue, cette catégorie de GAFAM, et je les nomme, Instagram, donc Instagram, Meta, du coup. Meta, donc Facebook un peu, mais ce sont pour des tranches d'âge. YouTube en partie, TikTok, sont comparables pour moi à des outils que les Occidentaux ont utilisés en Asie pour pénétrer la Chine, la guerre de l'opium. C'est une guerre de l'opium. C'est-à-dire que aujourd'hui, les dirigeants politiques, adossés à ces plateformes, attention, qui au début n'en avaient pas l'intention, mais aujourd'hui ont une intention quand même explicite. On voit bien que Zuckerberg et là, on est en train de dire, en fait, on a autorisé de l'opium auprès de notre peuple qui est sous contrôle cognitif dont on ne sait plus quoi. Regarde, Daniel, c'est fort qu'il y a une image. Ouais. Ah, mais c'est ça qui se produit. C'est un technophile qui te le dit. Hein, t'as raison, je peux le voir aussi là aujourd'hui sur YouTube. Je peux voir d'autres médias qui vont faire 400 000 vues par mois parce que dans le titre il y a drogue, narcobanditisme et du coup ça fait cliquer. Ouais. Mais si tu parles de choses positives ou constructives, automatiquement l'algorithme te moins vu. La semaine dernière, j'ai mis en ligne 3 shorts, 2 business et un quel avenir pour la France. Ouais. C'est quel avenir pour la France qui a fait le plus de vues parce que c'est anxiogène, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, et ce que je trouve choquant, c'est qu'on a laissé passer le postulat, c'était de dire il y a une liberté d'expression. Non. Tout le monde n'a pas une liberté d'expression. C'est pas vrai. Je n'ai pas de liberté d'expression sur la recherche aérospatiale. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas voix au chapitre. Je ne peux pas en parler. Je n'ai pas de liberté d'expression sur l'évolution des relations entre la Russie et la Chine. Je suis un peu documenté. Je n'ai aucun point de vue expert. Je n'ai pas voix au chapitre. Et on a laissé cette idée passer, et je trouve ça fascinant. On n'a pas une liberté d'expression tant qu'on n'est pas éduqué. Ça ne veut rien dire, une liberté d'expression, on n'est pas éduqué. C'est-à-dire, si tu es médecin et qu'on a un débat médical, quelle est ma liberté d'expression? Qu'est-ce que je vais dire sur ton point de vue avec tes 15 années d'études, voilà. Et ça, c'est le travers dans lequel on est entré. Et ce qui me surprend aujourd'hui, dans cette catégorie des GAFAM, c'est qu'en fait, on se dit, il faut le réguler parce qu'il y a du bon et du mauvais. Non, en fait, non. Il y a de l'opium thérapeutique. Non. Mais là, ce qu'on est en train de laisser faire, on est en train de laisser des plateformes et ceux qui les utilisent avoir une empreinte cognitive où aucun récit collectif ne peut réémerger aujourd'hui. Okay. Comment, aujourd'hui, quand on a personnalisé les histoires à l'échelle de chaque individu, on peut reprendre le contrôle sur le storytelling d'un groupe? Ouais. Voilà. Oui, c'est une image hyper forte avec l'opium des colonies européennes en Chine. On pouvait se dire qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron du coup prendre ce sujet à bras le corps, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On pouvait se dire dans la situation est-ce qu'il n'a pas d'autre chose à faire, mais du coup avec l'angle que tu viens de présenter, ça en devient du coup la menace numéro 1 pour l'Europe pour se relever. On voit que la Chine, la Corée du Sud ont un peu leurs propres réseaux sociaux, leurs propres. Tu sais que TikTok est interdit en Chine. Oui, voilà. Mais enfin, ils ont 2 versions de TikTok, c'est ça. Ouais. La version de TikTok d'Ouyu, je sais plus, en Chine, est entraînée sur des algos totalement différents. Pas de haine, pas de... Et ça, on pourrait pas, avec une législation, interdire ce qu'on utilise aujourd'hui et juste créer nos propres réseaux sociaux en faisant du copycat. Pas d'Europe politique. Ouais. Pas d'Europe politique. On est trop fragmenté.
on est fragmenté et on n'est pas, et je sais pas si on est lucide quand notre président de la République, qui est à mes yeux l'un des plus éduqués d'Europe sur le sujet, dit on fait une législation à 16 ans, mais c'est pas du tout assez radical. C'est pas, Qu'est-ce qui serait qu'est-ce qu'il faudrait l'interdire? Interdire tout court. Ouais. Qu'a fait la Chine pour se libérer de l'empreinte de l'opium? Elle l'a pas régulé. Elle a pas donné des âges. Elle a considéré que c'était une drogue nocive. Elle l'a interdit. À sa propre souveraineté, elle l'a interdit. Ok. Voilà. Oui, je pense que on va y venir. On n'a pas encore pris la mesure. Pourtant, on a quantité d'études, Daniel, aujourd'hui. Ouais. La Suède, la ville de Los Angeles, des attaques pour les taux de suicide des enfants qui augmentent. Donc, la santé mentale pénalisée, dépression, anxiété, troubles du sommeil, des troubles cognitifs. On peut observer des pertes de points de QI, d'attention, concentration, mémoire, capacité de raisonnement, jugement, physique. Ouais. Obésité, troubles cardiovasculaires, on est quand même, on n'est pas en train de parler d'un outil. Ouais, c'est vrai. Un outil n'envoie pas de notification. On n'a jamais vu un tournevis solliciter ton attention. C'est vrai. Moi, à titre personnel, j'ai éteint toutes mes notifications. Je regarde de temps en temps la journée. Mais j'en ai pas. C'est-à-dire, j'ai ni TikTok, ni Insta, et je l'interdis à mes enfants, en leur expliquant. Ouais. C'est une mesure de santé publique. T'as raison. Et du coup, une petite question. Cette mesure radicale d'interdire, t'as l'occasion de rencontrer régulièrement des hauts dirigeants, peut-être des politiques. Tu leur parles de cette vision radicale et comment ils réagissent? Non, bien sûr, globalement. Alors, il réagit. Donc nos institutions actuelles, notre président actuel, son gouvernement réagissent tout à fait positivement dans la compréhension de effectivement c'est un problème, le constat est fait, mais avec un regard porté sur le phénomène qui est pas totalement compris, j'ai l'impression. Okay. C'est-à-dire, on ne régule pas jusqu'à 16 ans, voilà. C'est comme si on disait qu'on laissait de la cocaïne dans les mains d'un gamin juste pas avant 16 ans. Pour moi, c'est similaire. C'est similaire. Ouais, ok. Et si on arrivait à l'interdire, qu'est-ce qu'il faudrait à la place? On crée nos propres réseaux ou... Je sais pas. Déjà, on recouvrerait une certaine souveraineté cognitive, c'est-à-dire une capacité à au moins savoir où on en est, où on veut aller, comment on veut se projeter. Ce serait pas forcément un réseau, mais on retrouverait en tout cas une capacité à recréer des projets. Ouais, ok. Ouais. C'est un projet intéressant, ça, pour entreprendre aujourd'hui, de trouver une alternative, du coup, à ces plateformes. Pas facile comme sujet, mais ouais. Non, pas facile. Mais où je veux en venir aussi, c'est tu posais la question sur les GAFAM, Daniel. Tu as 7 catégories de GAFAM et une autre catégorie qui n'a rien à voir, radicalement rien à voir, qui provisionne du cloud public et qui, elle, devient un peu l'électricité. Elle ne vend qu'en B2B qu'à d'autres entreprises, d'autres organisations. J'y mets Amazon et Microsoft essentiellement. Ouais. Dans ces boîtes-là visent à devenir l'électricité des entreprises de demain et à dire on va être ceux sur lesquels vous allez faire reposer toutes vos applications, toute votre puissance de travail. Et là, c'est une autre forme de dépendance. Celle-ci, elle est industrielle. Elle est clairement si tu as une dépendance énergétique, c'est similaire. Bâtir les infrastructures dont on va dépendre au XXIe siècle. C'est ça. D'où aussi, j'imagine, la battle pour l'espace. Oui, tout à fait. Parce que du coup, l'internet avec comment ça s'appelle encore l'internet de Musk? SpaceX. Non, mais la solution d'internet. Starlink. Voilà, exactement. Ça va être un sujet de compétition, ça, entre SpaceX, Microsoft et Amazon, j'imagine. Probablement, sur le cloud, Ok. Si on revient à Microsoft sur des sujets plus business, est-ce que là on a parlé un peu de points de vue un peu divergents sur
l'impact des technologies dans notre avenir avec des dirigeants d'autres secteurs, sur la culture un peu du management, d'organiser une boîte, de gérer une boîte, d'avoir des objectifs, enfin le système quoi. Qu'est-ce qui était radicalement différent dans un leader tech US comme Microsoft par rapport à d'autres boîtes françaises que tu as pu côtoyer vraiment dans la gestion et dans la gestion de la performance d'une boîte? C'est c'est la culture HP, c'est-à-dire la culture HP qui est née dans la Silicon Valley, qui consiste à pas trop se la raconter, à essayer de faire un projet et de faire en sorte que les idées circulent vite, qu'on vise à l'accomplissement d'une vision commune. Oui, et dans l'ADN des boîtes de tech américaines, pas toutes. Attention, Ouais. Amazon n'est pas du tout une boîte, OK. une boîte de grande distribution, hein, Ouais, quand même. ouais, oui, c'est vrai. Mais oui, dans d'autres boîtes de tech, c'est pas américain. Attention non plus, hein. C'est OK. pas C'est américain. mondial du coup. C'est la tech spécifique qui Ouais. se comporte spécifiquement comme ça. Donc il y a Ouais. des émetteurs culturels, des historiques avec HP. Mmh. Et puis il y a une tension sur les ressources. Donc en fait, il faut pas y voir de la gentillesse. Il faut juste se dire que quand on travaille dans un environnement où tout le monde est smart, où tout le monde peut choisir où il veut travailler, on n'a pas d'autre choix pour les fédérer que d'essayer de les convaincre par autre chose que de l'autorité directe. Ouais, donc faut les stimuler. C'est ça. Alors après, Ouais. on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ce genre d'environnement où il faut Ouais. convaincre plutôt qu'imposer. Ouais. Et oui, c'est propre à la tech, puisqu'en fait, un développeur, un data scientist n'est pas est trop qualifié et trop smart quelque part pour Ouais. qu'on puisse être dirigiste. Donc, on n'est pas dans la même industrie. C'est moins hiérarchisé du coup. C'est hiérarchisé autour du projet, Ouais. c'est-à-dire, mais oui, il n'y a pas culturellement, on n'a pas de culture de l'invective, de l'imposition, parce que ça ne rime à rien. Autant dans une chaîne taylorienne où Ford découpe un petit bout pour faire sa petite voiture noire et donc fait exécuter des choses assez rudimentaires à des gens peu qualifiés, on peut avoir une autorité forte et même tyrannique par aspect. On voit l'effet de bord que ça peut porter. Si le centre de gravité de ce qu'on produit est de l'information, donc des gens qui travaillent sur des idées, des concepts, c'est bien plus compliqué. C'est pas, on peut pas. Donc la nature même de l'activité de l'industrie de la technologie fait que, et plutôt logiciel que matériel d'ailleurs. Les serveurs sont encore autre chose, mais oui, globalement il y a une culture qui est forcée par le fait innover. de vouloir innover avec les gens les plus compétents. Les gens les plus compétents, on essaie de les séduire plutôt que de leur imposer des choses. Voilà. Mais en termes d'objectifs, de KPI, c'était une culture très héroïste, très data, ou qui laisse la place à l'échec, à des projets qui n'ont pas forcément un impact retour sur investissement direct. Les deux. Les deux sur des business assis comme Office 365. On parle de mesures extrêmement précises. Oui, une société comme Microsoft est très très tournée sur l'analyse de la donnée. La donnée est pléthorique, on a accès à toutes les données. On voit vraiment qu'il y a un souhait de rendre les gens les plus smart possibles pour faire en sorte qu'ils puissent décider. Sur des business plus en devenir comme Azure à l'époque, qui pesait une dizaine de millions en France quand je le gérais. Là, il y a un droit à l'erreur fatale puisqu'on commet des erreurs en série sur des recrutements, sur des choix technologiques, puisqu'on était très très en retard sur Amazon Web Services à l'époque. Donc c'est plus la moquerie face à l'échec. Alors, les Français parlent beaucoup de test and learn. Ils aiment bien cette expression, comme si les Américains pouvaient ils prennent souvent Musk comme exemple qui fait exploser ses fusées, en oubliant de raconter que derrière Musk a surtout des commandes publiques fléchées par la NASA. C'est vrai. Ça aide quand même à faire du test and learn. Non, c'est plus comment tu regardes c'est comment tu condamnes ou pas un échec. C'est un échec, ça reste un échec. Attention, de ce côté de l'Atlantique comme de l'autre. Et une boîte ferme et des gens se font licencier, c'est pas ça. C'est comment tu le regardes, c'est-à-dire vraiment comment tu le réoptimises. Qu'est-ce que t'en tires qu'est-ce que t'en apprends plutôt que d'être dans un jugement un peu moral sur tu aurais dû. C'est pas juste c'est pas une culture on peut tout tester, on peut tout c'est génial. Non, c'est de l'argent aussi, c'est très héroïste aussi. C'est le regard porté sur l'échec qui est très différent.
qui est voilà, qui est. C'est une étape vers. C'est une étape. Ouais, c'est Ouais. vrai que c'est vécu dans la culture Ouais. de la tech américaine comme une étape vers le Ouais. succès. Ok. Ouais. Trop bien. Et justement, tu parlais de, on va dire, de cette culture pro-projet. T'as quand même eu une incroyable longévité chez Microsoft, Oui. 16 ans. C'est justement parce qu'on t'a toujours stimulé avec des projets cool, super intéressants, super ambitieux que t'es resté toutes ces années. Oui, oui, oui. Ce qu'on se disait tout à l'heure, des projets vraiment chouettes. Et j'ai aussi créé des entreprises en Ouais, parallèle. ouais. Frigo jaune. Le frigo jaune, Ouais, on se dit avec mon épouse Laurence, qui est la créatrice du projet, ouais, dont j'ai travaillé sur les aspects produits, qui se ouais. dit on est un pays de bouffe, on gaspille énormément de bouffe, Mm. les gens ont faim, ils ont faim quand ils sont jeunes, isolés, adolescents, étudiants, mères isolées, etc. Donc est-ce qu'on peut essayer de trouver une économie circulaire qui fonctionne? Ouais, Et là, on crée le frigo jaune, effectivement, en se disant, en fait, la grande distribution, c'était les lois Ashraf, mm, d'Armbar à l'époque, donc ils décident de réguler cette partie-là. Puis il y a un autre aspect qui est la restauration collective. ouais. Voilà. Trois ans, C'est un autre point ouais, de gaspillage. Et on se dit, peut-on récupérer les consommables sanitisés et dans des frigos jaunes ouais. qui pèseraient pour l'entreprise sa contribution au non-gaspillage et qui pourraient être récupérés. Voilà. Et donc le concept était inspiré des pièces jaunes, j'imagine. Oui, jaune pour que ce soit Ouais, favorable, ouais, ouais. optimiste, parce que voilà, Ok. c'est Laurence Cargent, mon épouse, qui a trouvé Putain, génial. Bah, ce nom-là. on Ouais. la salue. Voilà. C'était Ok. ouais. Et du Voilà. coup, ouais, vous faisiez ça tous les deux en plus de votre activité principale Tout à fait, ouais. et Ouais. ça a duré combien de temps du coup Alors, on a fait 3 entreprises comme ça ensemble. Ouais, Là, on parle d'une, je sais pas, c'est ouais, un projet qui a duré plus de 3 ans ouais, entre les développements et sa revente. ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ok, super intéressant. Donc, entrepreneur en plus de dirigeant chez Microsoft. Ouais. Et c'est du coup là, on est sur des années vers la fin de ton expérience chez Microsoft. À quel moment est-ce que tu t'es dit, à quel moment précis où tu t'es dit, ok, j'ai peut-être envie de changer d'aventure, de faire autre chose pour migrer lentement vers Men in Black. J'en ai toujours eu envie. Ouais, J'en ai toujours eu envie. C'est juste qu'il y avait aucune boîte en France qui offrait un équivalent. J'ai une envie de reprise, c'est-à-dire. ou même d'être dans peu importe, dans du corporate ou une Ouais. reprise, mais j'ai toujours eu envie de travailler pour une boîte française. Ok, ok, cool. Mais la culture des boîtes de tech françaises, juste insupportable pour moi. Enfin, Ouais. pas du tout. Je ne m'y retrouvais pas. Ça, voilà, je pouvais pas bénéficier de la même liberté que celle que j'avais chez Microsoft. Donc, Surtout jusqu'en 2016-2017, j'imagine, parce qu'à partir de cette période-là, enfin, il y a un peu eu l'explosion de la French Tech, de toutes les boîtes naissantes oui, de la tech avec une autre mentalité, oui, oui, une oui, autre génération. oui. Et ok, du coup, c'est quel est ton premier contact avec Mail in Black, du coup Je cherchais vraiment une société en France dans la santé, la sécurité ou l'éducation. Voilà, Ok, c'était les 3 secteurs qui m'intéressaient. Qui a été créé en 2003, donc il y a quand même un certain temps, ouais, ouais, qui a une certaine solidité par des amis. Des amis de Microsoft qui sont marseillais aussi, qui sont venus ouais, se relocaliser ici, qui très travaillent bien. dans des entreprises. Festo, c'est ça. Là, c'est Ah Cédric à oui, ah l'époque. oui, ok. C'est Cédric Chamaillou Mm. que je connaissais de Microsoft Ouais, qui me dit tiens, une société qui cherche une reprise, un nouveau dirigeant, voilà. ouais, Ça s'est fait comme ça. génial. Puis j'ai rencontré le dirigeant, l'équipe, les fonds, et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur. Génial. Je sais pas, j'ai bien aimé les gens, et je crois que c'est ce qui me plaît encore le plus chez Mail in Black après ces années. Bosch chez nous, Mm. il y a un truc magique qui se produit. Non, non, c'est vrai, Et c'est pas. comment tu le décrirais Je sais pas, les gens se sentent bien, ou même, tu vois, je vois tous les employés 15 jours après leur recrutement. 15 jours, 3 semaines pour prendre le Ouais, pouls, savoir si tout va bien, s'ils viennent tu vois, s'ils viennent d'Angleterre ou de Barcelone et qu'ils se sont relocalisés ici, je vais m'assurer que ils se sentent ouais. bien, Mm. ils sont dans leur logement, tout ça. Et ben, ils te disent tous, j'ai été super bien accueilli. C'est-à-dire, les gens veulent m'aider, Mm. tu vois. Et donc, oui, il y a une certaine, alors après, pour être franc, quand j'identifie des gens qui commencent à avoir un comportement politique, on les fait partir.
hein. Ok. Quand on commence à voir, voilà. Ouais, pour toi, c'est toxique, ça. Ouais, c'est toxique. En Ouais. politique, ça veut dire avoir un statut plutôt qu'un Ouais, rôle dans un voilà, projet, ouais. exactement. Ça, c'est Ok. pas un bon signal en général Ok. Ok. voilà, c'est ça. Ouais. Et qui, voilà, enfin, Mais si, après, moi, je te confirme, hein, même moi, ce matin, là, je suis arrivé, super bonne vibe, on se sent bien ici. voilà, et je Ouais. vois bien qu'on est devenu attractif. On reçoit des milliers de candidatures, et pas que de Alors, France aujourd'hui. On reçoit plein de candidatures. Pourtant, on n'est pas sympa. C'est drôle les termes qui sont mis. on On n'est fait... pas sympa. On est juste, par exemple, on est très égalitaire. Voilà. Mhm. Très très radicalement égalitaire. Ça veut Zéro. dire quoi Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexisme et que je suis Ouais. intransigeant sur le sexisme ou le racisme, par exemple. Je Mm. peux sortir quelqu'un du jour au lendemain pour ce motif-là. Mm. Je connais pas les termes de gauloiserie, ces choses-là me parlent pas. J'ai 2 filles, je me dis, je veux que tout le monde puisse utiliser son cerveau. C'est quelque chose que je dis dans chaque onboarding. Les règles du jeu, on va pas afficher des grandes valeurs sur un, non. Il y en a une qui est de se respecter, on fait un projet ensemble, à partir de là. Et ça, c'est vrai que dans le temps, je pense que ça a contribué à faire en sorte que plus de femmes postulent, par exemple. Ok, génial. On n'a jamais eu une politique pro quota, on n'a jamais Dans fait ça. d'autres boîtes, on dit, ouais, dans les boîtes tech, c'est compliqué de recruter des femmes, etc. Et toi, t'as pas forcément mis en place de politique, mais Non, juste c'est la moitié avec des... ton ADN et ta culture. Je pense que ça a contribué. Ouais. Et plusieurs femmes qui sont devenues managers et qui ensuite, en fait, je pense que si tu cherches vraiment des très bonnes compétences et que tu fixes des règles du jeu très claires, ce qui est à l'intérieur du cercle et en dehors, bah en fait, si tu fais juste ce job-là, mais de manière répétée et rigoureuse, bah voilà, on a 50% de nos effectifs qui sont féminins, on n'a pas fixé de quota et c'est pas un but en soi. Ce sont juste les meilleurs dans leur job aujourd'hui. C'est trop bien. Et vous êtes combien aujourd'hui, du coup? 120. 120, waouh. Ouais. Et quand t'es arrivé 30. 30. Okay. Ouais, on a créé de l'emploi à Marseille, Wow, effectivement. ok. Venir en 5-6 ans, c'est une très belle progression. Donc, ce que je comprends, à ton arrivée, énorme fit, en tout cas, de valeur, d'ADN. Et du coup, sur la partie plus technique, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il me semble que tu as fait un management buy-in. Donc avec des banques du coup pour reprendre la société. Ouais. Tu peux nous décrire un peu comment ça se passe si c'est pas trop confidentiel? Ça consiste très simplement pour un repreneur à racheter du capital et à faire en sorte que un fonds d'investissement qui va être du private equity, souvent ça va être cette typologie de fonds, rachète aussi du capital pour permettre aux dirigeants historiques de partir et une équipe de lui succéder. Schématiquement, c'est un peu ça. Et ensuite, le mécanisme permet sur une deuxième opération de faire en sorte que le capital, le management monte encore au capital. Voilà. C'est assez classique en France, c'est un mécanisme pas mal utilisé, le LBO. Pardon, le LBO, MBO, MBO, c'est la même mécanique, mais avec le management. Ok, très clair. Parce que effectivement, il y a les fonds de private equity, mais qui prennent pas forcément après le management. Ok, enfin qui remplacent le management. Très clair. Et en gros, là, du coup, enfin, t'es allé chercher 15 millions, je crois, auprès des banques, c'est ça? Ça prend combien de temps ce processus? C'était difficile? C'était plutôt fluide? On est une société qui est très attractive pour les fonds d'investissement. On est sollicité tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Parce qu'on est une boîte qui répond vraiment très bien aux critères que les financiers veulent. On est une société qui croît à plus de 20% et qui est rentable à plus de 20%. Donc à partir de là, on a des sollicitations. C'est voilà. la fameuse règle des 40%, là, non? 20% de croissance, c'est 20% de rentable, Rule of 40. Rule of 40, exactement. Ça. Et donc, on la respecte plus que bien. Et donc, on a ça d'une part. Et d'autre part, on est sur un marché, en France. Nous, on protège le premier problème du plus grand nombre de boîtes en France, si tu veux. On s'adresse aux TPE, PME, TI, collectivités, tu disais, qui sont des centaines de milliers, et on en a que 25 000 aujourd'hui. On a 25 000 clients, et c'est peu comparé à notre potentiel. Donc, si tu veux, un financier voit bien que notre potentiel de croissance, il reste phénoménal. Taille de marché énorme, quoi. Taille de marché est supérieure en France
même dans les estimations les plus basses, on est une société de 20 millions qui s'adresse à un marché de 300 millions. Si on triplait de taille dans les 5 ans à venir, en France, la France serait suffisante. Ouais, wow. Et en plus, on a élargi notre portefeuille de produits. Voilà, donc. Oui, tu le disais. Justement, tu parlais d'élargissement de portefeuille de produits. Quelle est l'histoire un peu de Made in Black depuis 2003? Enfin, comment ça s'est créé? C'est quoi les étapes de Made in Black de 2003 à 2019 avant que tu arrives? Oui, ce sont deux dirigeants de ProBfarm, dont un Christophe Baralotto, je crois que tu connais. Et Michel qui monte Made in Black à Saint-Jérôme. Ouais. Ils le créent et c'est un peu leur side business au début, parce que vraiment leur entreprise ProBfarm, qui est une entreprise qui connaît un succès dans la santé, dans le bleu de méthylène, qui connaît un succès phénoménal. Donc au début c'est juste un side project qui est comme ça. Sauf que le side project commence à générer du chiffre et est rentable jour 1, puisque en fait les chambres de commerce s'approprient le sujet pour protéger leur communication par mail, et la société devient virale, et toutes les PME de la région de Lyon à l'époque, de Lyon, commencent à adopter la solution, et donc le modèle est rentable, voilà. Damien Néré rejoint l'aventure. On prend la direction, on fait le développement au moment de la sécu, conscience du problème que peut poser l'informatique. Damien fait structure, amène les premières phases de développement de la société, développe une deuxième idée qui s'appelle Let's Sign It, et il décide ensuite, donc ça c'est de la signature standardisée dans les communications, il décide de séparer les deux sociétés. Et à ce moment-là, il cherche un dirigeant, une reprise il veut se focaliser lui-même sur Let's Sign It, et il veut sortir progressivement Let's Sign It, c'est un type de DocuSign ou... Non, c'est plus c'est une technologie qui te permet de standardiser la signature de tous tes employés dans leur communication, et donc d'utiliser l'email comme un outil de communication, de standardisation, de promotion, ce genre de choses-là à échelle. Imagine une entreprise comme L'Oréal, la force de frappe marketing que ça offre en plus, voilà. Et donc il décide de se focaliser sur ce sujet-là et cherche une reprise pour Made in Black. Voilà. Ok, génial. Trop bien. Et du coup, tu disais quand t'arrives, il y a environ 30 salariés. Quel est un peu, j'aime pas ce mot, mais un peu l'audit d'entrée quand tu arrives chez Made in Black? Qu'est-ce que tu observes sur l'existant qui est top, ce qui peut être amélioré, ou est-ce que tu as envie de l'emmener? C'est quoi un peu tes 3-6 premiers mois chez Made in Black? Les équipes sont très engagées et très solidaires. Trop bien. Donc je me dis, on va pouvoir faire quelque chose. La technologie est positionnée sur la masse et fait du revenu sur la masse des entreprises, ce qui est très étrange. Une technologie qui fait sur la masse de l'entreprise, des entreprises en France, généralement, elle passe par des distributeurs, des revendeurs, ça coûte très cher. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la viralité de la technologie, et elle touche sa viralité, donc l'engagement des gens, la viralité, et elle touche à des domaines d'intelligence artificielle autour de l'utilisateur, c'est-à-dire comment je protège un individu. Voilà. Ça c'est un peu l'audit, le constat, de force, quoi. Oui. Et je trouve ça super intéressant de se dire, c'est marrant, habituellement les boîtes de technologie se concentrent très vite sur les grands comptes. Et moi j'aime bien l'idée d'avoir une technologie qui touche tout le monde, qui touche plus de PME. Ouais. Des hôpitaux, tu vois. Et on se dit collectivement, on va faire quelque chose d'excellent déjà sur notre business historique, la protection d'email. Donc on va venir à Marseille, hyper attractif, recrutement de talent, voilà. Ton dernier job de data scientist qu'on a ouvert, 450 candidatures. 450, waouh. Et pas seulement de France, quoi. Partout. Voilà, donc. Et ça, vous avez une notoriété un peu. Dans la cyber, oui. Ouais, dans la oui, cyber. Clairement, dans la tech, oui, on est vu comme attractif. C'est une société où les gens veulent travailler. Génial. Et puis c'est des projets éclatants, c'est-à-dire pour un tech de venir travailler sur des projets complexes. Les techs aiment bien les projets un peu complexes où il y a de la résolution. Comment on va résoudre l'amélioration des communications sur
Donc c'est du traitement de langage naturel, de l'analyse de sémantique, de l'analyse morphologique, c'est quand même c'est sympa. C'est très sympa, ouais. Analyse neurocognitive, comprendre quelle est ta réceptivité à l'attaque, quels sont tes biais, la curiosité, l'altruisme, tu vois, c'est quand même voilà. Donc on fait ça, puis après on ouvre un projet plus large qui est de dire on va protéger l'utilisateur en entreprise d'autant de manières que possible. Et c'est là qu'on commence à lancer d'autres technologies. Donc ton premier produit, le produit l'email iconique, protection, voilà. Ouais, produit iconique. Okay. On s'étend à la web protection, tes navigations dangereuses, voilà. On s'étend LLM, dit instantané. C'est comme vous êtes et auditeurs, enfin des cyberattaqueurs, des white hats, on essaye de pirater l'entreprise, mais pour identifier les failles et voilà, du coup la sécuriser contre les vrais pirates. Voilà, mais en restant anonyme, on n'est pas, on ne pointe pas, voilà. Donc on lance Coach, une deuxième brique qui croît à une allure phénoménale. C'est le moment où tout le monde veut éduquer ses employés, où on commence à avoir des obligations de compliance etc. On lance Academy, une plateforme de e-learning. Pardon, le dernier produit que Cap. Le tout premier, c'est Coach. Coach. Ça, c'est comme un chatbot du coup pour éduquer les. C'est un simulateur d'attaque. D'accord. C'est un simulateur d'attaque à 360 degrés. C'est ton entraîneur. Mais c'est ton entraîneur discret. C'est pas ton entraîneur agressif. C'est ton entraîneur discret qui va te laisser traîner une clé USB, qui va te faire télécharger une pièce jointe, qui va t'entraîner au quotidien, simuler des attaques pour que tu restes fort sur tes réflexes. C'est cool ça. Et c'est beaucoup basé sur intelligence artificielle et ça connaît une croissance dingue. On bénéficie de nos capacités en intelligence artificielle sur le produit historique Protect pour s'étendre à la protection humaine comportementale. Après, on l'étend encore en troisième étape à Academy. Qui est une plateforme de e-learning gamifiée avec du contenu contextuel. Pour les employés. Et puis, on s'est intéressé à l'identité. Ensuite, on a créé un gestionnaire de mots de passe, mais un gestionnaire de mots de passe smart. C'est-à-dire, je peux scanner tes mots de passe, te dire lesquels sont verrouillés, sont doublons, sont pénalisants, et il t'auto-corrige tes propres mots de passe. Tu n'en as plus qu'un. Ok, intéressant. Donc, voilà. Donc la promesse, c'est de pouvoir te dire, on te protège à 360 degrés. Ton identité, tes communications, ton comportement, voilà. Tout ça depuis 5-6 ans, waouh. 2022, Depuis 2022, waouh. Donc vous êtes hyper rapide en création en développement de produits. On pourrait être plus, je pense. Merci aux équipes. Ok, génial. Et comment c'est assez impressionnant. T'as une solution historique et là tu étends toute tout ce que tu viens de citer. Comment vous êtes pris en faisant des interviews, des entretiens avec les employés, avec les responsables des systèmes informatiques pour voir quels étaient leurs besoins, leurs soucis, leurs peurs, ou est-ce que c'est vous qui êtes un peu avant-gardiste sur ce qu'ils auraient eu besoin on fait beaucoup, on fait énormément, on fait nos études de marché, nos tests de traction, donc on détermine, on analyse les besoins de nos clients, on lit toutes les analyses produites, on fait les nôtres propres avec notre CPO, notre patron de produit et du product marketing classique pour vraiment comprendre quels sont les besoins présents futurs. Quels sont les concurrents présents, donc des analyses, voilà. Puis après, on fait des tests de traction, c'est-à-dire qu'on lance une mini-version pour voir si s'il y a vraiment une intention d'achat, si vraiment ce qu'on est en train de développer fonctionne. Puis après, on fonctionne par itération sur une première version qui souvent, comme dans tout produit, devient le 80% du produit. Génial. Et aujourd'hui, la majorité de tes clients utilisent 100% des solutions ou ils sont un peu dus à la carte? C'est le taux d'utilisation de plus d'une solution a très fortement augmenté puisque pour simplifier leur vie, on a créé des bundles, des packages. Les 4 technologies, acheter les 4, 3, 2, 1. Il y a des combinaisons plus fortes sur certains segments que sur d'autres. Le bas, les TPE achètent les 4 technologies d'un coup. Ils veulent pas du tout se casser la tête. Et en version essentielle, c'est-à-dire t'as plusieurs gammes. Voilà, mais ils veulent de la simplicité, ils veulent vraiment que ça fonctionne, un partenaire fiable, de confiance, basé en France, multi-certifié, ils veulent ça. Ils veulent pouvoir travailler sans être perturbés et ils se disent,
ces gens-là, Mailing Black va traiter mon plus grosse source de risque potentiel sur mes employés. Ouais. Voilà. Le reste, Ok. donc ça. Sur d'autres le secteur public va beaucoup combiner Protect, Coach, Academy, c'est-à-dire va vraiment vouloir rentrer sur des fondamentaux. C'est variable en fonction des segments, mais t'en es tous les jours. Et tu parlais des pas que c'est l'attraction hyper rapide commerciale Oui. de la solution. T'as pas besoin de faire un effort commercial énorme pour que de plus en plus de clients l'adoptent. Aujourd'hui, c'est qui enfin, quel est un peu votre playbook de vente? Enfin, qui est celui qui décide qui va adopter Men in Black? C'est le CEO de la PME, TPE. Est-ce que vous avez des commerciaux qui vont aller les chercher, ou est-ce que, enfin, comment vous faites pour que la traînée de poudre fasse son Ouais. effet? Alors on n'a pas de chasse, on ne chasse pas. Ok, On fait tout est entrant ou via partenaire. Tout. On a structuré notre business et on est en train d'amplifier. On ne veut passer qu'à travers des partenaires à la fin, sauf pour l'ingénierie. Notre métier, c'est l'ingénierie. Et donc, on veut compter sur des partenaires. C'est le sens du partenariat récent avec Bouygues. d'accord. Bouygues est un énorme acteur qui aujourd'hui devient un canal de distribution, un partenaire très réputé, très solide, ancré au sein de un très grand nombre de PME françaises. Voilà, donc ça c'est notre go-to-market. Ouais. On communique sur nos innovations, on communique sur notre vision, notre stratégie, nos perspectives. Sinon, on est en train progressivement voilà, donc pas de chasse, on n'a pas de. Ouais. Et puis la nature de notre activité ne le veut pas, on n'a pas Ouais. de. Vous êtes focus plutôt produit que de passer votre temps à chercher des clients. Ouais. Voilà, donc et c'est on a beaucoup d'entrants qu'on recanalise. Voilà. Ouais. Donc tu vois, on a 1600, on avait il y a 2 ans 1600 partenaires et 1600 partenaires. ouais, et on est volontairement en train d'essayer de canaliser l'énergie sur moins d'endroits pour créer, tu sais, 2 étages. Ça s'appelle tout tiers dans le software De qualification. où tu as par exemple un distributeur qui lui revend à nos revendeurs historiques. On n'a plus la capacité humaine à D'accord. gérer Ok. autant de revendeurs. Donc on veut s'appuyer sur des gens qui savent très bien le faire, très bien accompagner d'autres partenaires. Ok. Donc Voilà. Bouygues donc a plein de clients pro et leur dit en fait nous on n'a pas de solution en cyber, mais on a Ouais. notre partenaire qui est incroyable. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Le Ok. point d'entrée, il est assez simple. Il est il est voilà le risque que vous pouvez encourir, la totalité des risques Ouais. cyber. Quels vont être les principaux risques? Mhm. Ça va quand même graviter pour cette taille d'entreprise sur l'humain, leurs Ouais. employés. Ouais. Bah voilà, on a un package qui couvre la quasi-totalité de la protection humaine. Ouais. Voilà, donc ça a le mérite d'être ultra simple. Ouais. À comprendre et à acheter, à déployer, à utiliser. Ouais. Ouais. J'aimerais bien du coup qu'on fasse un exemple concret. Je vais me mettre dans la peau d'un fondateur ou CEO de PME. Ouais. Allez, prenons mon deuxième invité, Charlie Rousset. D'accord, Charlie Rousset, bonjour. Qui est fondateur de Morphée, donc Bien Morphée, j'aime beaucoup. très bien. Je félicite le dirigeant. On salue J'espère qu'il Charlie. fera un podcast. J'ai acheté des Morphées. Ouais, trop bien. C'est bien, c'est pas connecté. J'ai les historiques Morphée. Trop bien. Les méditations, les contenus, c'est vraiment un bel objet en plus. J'aime bien. Trop bien. Bah, c'est mon deuxième épisode. Si tu Génial. voudras Ok. l'écouter. Je regarderai avec plaisir Morphée. Ok. Donc, traduit simplement pour Charlie, c'est ça, qui a quand même quelques notions d'ingénierie, je pense. Mais Charlie, ils sont 30 personnes. C'est une société très visible, très très visible. Charlie, son directeur financier, son directeur de production peuvent évidemment faire l'objet d'attaques, d'usurpation. Morphée est un nom connu. On peut vouloir usurper le nom, détourner le trafic, faire écrire des choses à Charlie envers ses employés ou le reste des interlocuteurs qui est dangereux, paralyser toutes les communications entre ces personnes, du directeur financier pour faire en sorte que ils se connectent et il y ait des transferts de fonds. Ouais. Voilà, donc moi je suis là pour faire en sorte qu'il n'ait pas à penser à tout ça, et qu'il puisse se concentrer sur les méditations de Morphée. Trop bien. Bon, Voilà. bah, c'était très clair. Parce que oui, le risque,
Comme on dit à the end of the day, enfin, ta boîte, elle peut collapser, quoi. Enfin, il y a un risque de mort subite, quoi, si t'es mal protégé. Oui, la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle en a parlé, a fait une déclaration hier sur la stratégie de cybersécurité française, en expliquant que elle reconnaît effectivement qu'il y a eu des incidences croissantes en termes d'attaque du tissu économique français, des PME françaises. Ça ne cesse de croître effectivement depuis Covid. On sait d'où ça vient, on sait pourquoi ça vient, on sait quand ça va venir. Le contexte électoral à venir va être chargé. Ouais. Oui, le dépôt de bilan où prenez une société comme Ops. Frédéric Ponce avait fait un témoignage. Vous savez, la société Ops a été paralysée, Une plus grosse société de logistique. de colis. Ouais. Plus aucun colis traçable. Ouais. Pendant, je sais pas, 3 jours de chiffre d'affaires, du coup, quasiment. Un peu plus que ça, je pense, oui. Parce qu'avec les dégâts après en aval. Et puis la réputation, bon, c'est pas simple. Voilà. Ok. Et justement, là, enfin, j'allais te poser la question, est-ce que tu vois des attaques cyber en live via tes outils? Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, t'en vois tous les jours, du coup, ou... On a, par exemple, une brique d'intelligence artificielle dans notre SOC. Le SOC, c'est les humains qui monitorent les risques de manière plus managée. Ouais. On a des ingénieurs qui monitorent ce genre de choses. Ils utilisent une brique technologique qui s'appelle WaveBlock, qui va par exemple identifier très tôt, envoyer des alertes très tôt quand elle détecte des vagues en France, dans une région, secteur industriel, pour se dire, tiens, on est en train de voir se propager une attaque, on voit le lieu d'émission, on la voit se propager. Oui, tout à fait, on fait ce genre de choses, ouais. Ok, intéressant. Si t'avais là le ministre du numérique en face de toi, ou non, si t'étais le ministre du numérique, tu ferais quoi sur la réglementation, toi avec ton expertise cybersécurité, pour que la France se protège mieux ou l'Europe se protège mieux? Tu sais, je leur parlerai des expériences chinoises et américaines. On choisit des secteurs industriels. On choisit l'aéronautique. Voilà. Et on dit dans l'aéronautique, on va être les leaders mondiaux. Et ensuite, on fait 3 choses fondamentalement aux États-Unis. 1, on source les meilleurs. Et on finance leur R&D. Au début, il y en a 10. Et on les finance. On finance de la R&D publique, privée. Comme dans un schéma inspiré par le New Deal de Roosevelt. C'est ça, vraiment la posture américaine, c'est resté ça pour la création industrielle. Je finance en R&D, étape 1. Étape 2, je flèche la commande publique après avoir retenu les 2 meilleurs. J'en élimine 8, j'en garde 2, et là je flèche toutes les commandes publiques de la NASA vers ces 2-là. Et là, je teste et je renforce, et oui, je perds encore de l'argent, mais je suis en train de créer une entreprise qui prend des parts de marché, qui emploie, qui crée de la compétence et des technologies, et qui peut rester déficitaire. 3, une fois qu'elle est break-even, je deviens libre-échangiste, je l'aide juste à se propulser à l'international. La Chine et les États-Unis font ça. Que faisons-nous? Étape 1, nous investissons en R&D. Bien, on a des programmes, on en a bénéficié. Made in Black, grand défi cybersécurité. On dit libre-échange. Commande publique? Non. Non. Ça, c'est pas libre-échange. Ce n'est pas libéral. Et là, on devient en Europe les idiots utiles du village libéral. Vraiment. Non mais vraiment. C'est-à-dire que tu peux venir te servir sur notre territoire, tranquille, voilà, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Tu t'appelles boîte américaine de cyber, tu t'installes dans un hôpital, tu prends toutes les données, tu prends l'argent public, les données sont hébergées aux US, qui est soumis à Patriot Act, Cloud Act, FISA. Toutes tes données sont ouvertes, et on est OK. Et là, on est OK. Et on a dit, pourtant, on a investi, on les voit mourir. On a vu un concurrent, lillois, mourir sous cette... voilà. C'est vrai qu'au final, les US sont plus socialistes et protecteurs que... Et le troisième temps, qu'est-ce qu'on fait? Tang, oui, bien sûr, ce schéma qui reflète qu'on n'a pas de pouvoir politique européen pour dire, les amis, on n'est pas les derniers de la planète en termes d'ingénierie, nous allons être le leader mondial de l'énergie. Ça te paraît réaliste? Moi, ça me paraît très réaliste. Le leader mondial de l'énergie, c'est l'Europe. Bien sûr que c'est l'Europe. On a des compétences
multiples, très fortes. On peut être le provisionneur de l'énergie propre de demain, nous. On peut l'être. Voilà. Tu décides, tu dégages tous les autres sujets. Tu dis non, il y aura pas de, désolé, on peut pas faire 10 sujets, on va faire celui-là. Ouais. Tu lances un appel à projet, tu mets toutes les finances publiques des États en R&D sur ce projet uniquement. Ouais. Tu as 10 concurrents, tu en retiens 2. Toute l'énergie européenne doit être provisionnée uniquement par ces 2 providers d'énergie qui deviennent des leaders mondiaux. Ouais. Après, tu les laisses venir en Chine et aux États-Unis. Tu vois, on a les capacités. C'est juste qu'on n'a pas de leadership politique européen. Alors, il y a pas, mais voilà, il y a pas de, il y a pas d'entité politique européenne capable de retranscrire ce que je dis. Et à l'échelle d'un pays ou de 2 pays, un couple franco-allemand, là serait. Oui, plausible, oui, oui, plausible déjà. Ouais. Alors avec un marché qui, je veux dire, t'as 370 millions si t'as un marché vraiment unique d'un point de vue réglementaire. Oui. Changer du coup le marché commun européen. La politique industrielle. On a l'argent, on a les compétences. On n'a juste pas on a juste pas l'institution politique apte à prendre cette décision et dire. Et on les connaît les projets en plus, tu sais. Ils sont là, ils demandent juste à éclore quoi. Il y a des domaines où on est très fort en Europe, t'es d'accord, bien plus fort que. Tu peux les citer. Je te cite que regarde, historiquement l'aéronautique. L'aéronautique. C'est vrai qu'on a déjà un champion. Attends, aéronautique de demain, qui est candidat Airbus et EADS. Ouais, on l'a déjà fait une fois en plus. Il y a des usines à Toulouse, il y a des usines à Marignane, des usines en Allemagne. On sait faire ça. Ok, maintenant on va créer la nouvelle génération. Voilà. Ça va. Et sur l'énergie, tu pensais au nucléaire ou toute la chaîne de valeur, quoi. Oui. Les renouvelables aussi, le stockage, les matériaux de conducteurs. On est très très fort sur ce domaine-là. On a des années-lumière d'avance sur. Dans Vitamine Sud, il y a aussi un gros centre de recherche nucléaire près de Aix. Je vais les cibler bientôt. Juste pour revenir à ce que tu disais sur la méthode US-Chine versus la nôtre. Donc, investissement R&D, flécher la commande publique vers 8 champions, puis en choisir 2, puis en faire des champions mondiaux, quoi. Justement, aux US, et j'ai vu récemment dans mes invités Pierre Gobil, qui a entrepris 17 ans en Silicon Valley. Et on parlait justement du fait que la Silicon Valley a émergé aussi grâce à la commande publique de la base maritime de l'armée à San Francisco. Bien sûr. Il y a le projet Apollo dans l'espace qui a créé tout un tas de technologies. Les semi-conducteurs sont nés à ce moment-là parce que Microsoft ou IBM voulait vendre des ordinateurs de plus en plus gros, mais là pour les vendre plus cher. Et la NASA leur a dit, nous on a besoin de trucs plus petits parce que chaque gramme est un coût dans l'espace. Et du coup, cette conquête de l'espace a créé, on va dire, de l'innovation. Aujourd'hui, est-ce que Mail in Black pourrait travailler sur les risques cyber, travailler avec l'armée? Il y a une grosse base navale ici à Toulon. L'armée, c'est quand même encore un point fort en termes d'industrie chez la France. Est-ce que, tu y as déjà songé? Est-ce que vous travaillez déjà avec eux? On travaille beaucoup avec l'État. On travaille beaucoup avec toutes les entités de sécurité étatiques, informatiques, non informatiques. Non, l'État français a été génial, vraiment. Je trouve que le niveau de réponse, les fonctionnaires français sont juste phénoménaux, je trouve. C'est vraiment, je te fais la légende urbaine. On a eu que des sollicitations très bien ciblées pour nous aider à émerger. Et un constat de l'État lui-même qui est de dire oui, bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait des commandes publiques. On est bloqué par les réglementations aujourd'hui européennes, ce qui est vrai. Ça veut pas dire qu'il se cache derrière l'Europe, ça veut dire que c'est une réalité qu'on a acceptée. Donc là aujourd'hui, la commande publique, en tout cas dans te concernant, est bien fléchée. Elle l'est pas, mais on gagne quand même. On gagne quand même, on n'a pas besoin, mais je parlais pas nécessairement pour moi ici. Nous, on va très bien et on est choisi. Et parce qu'on est performant aujourd'hui, on a atteint un stade de maturité où on n'est plus, on est choisi. Après, tu veux nous faire tripler de taille et dire on se fusionne avec 5 entités en Allemagne, en Italie. Bien sûr que c'est plausible. C'est plausible. On peut le faire de manière privée. Les fonds existent. On n'a pas besoin de l'État. Est-ce que la commande publique peut être un accélérateur? Oui, si subitement
3 pays, France, Italie, Allemagne, se mettent à dire, OK, on va créer une plateforme de protection de tout notre écosystème de PME. Voilà. Ouais. On veut être souverain là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Ok. Bah oui, c'est plausible, bien Ouais. sûr que c'est plausible. Après, il faut pas. Mais c'est pas un chantier aujourd'hui. C'est un chantier mais privé. Ok, privé. C'est pas Ok. c'est pas un chantier public. Nous, Ouais. non, nous, notre intention Ouais. est de faire ça. Après, est-ce que on a besoin, si tu veux, c'est plutôt la permissivité de nos législations qui est nuisible. C'est-à-dire, quand tu as des hôpitaux français qui te disent on est sous technologie Proofpoint, pour ne citer que une technologie qui est multi-frappée de toutes les le Cloud Act, Patriot Act, FISA. Enfin, on est en train de se dire c'est OK de se sécuriser avec quelqu'un dont les données sont accès. Alors, ils vont dire non mais c'est encrypté, c'est, tu vois. Bon, j'ai été directeur de cabinet chez Microsoft. Il y a des consultations de Microsoft par le gouvernement américain pour obtenir des données en France. C'est une réalité. Et les serveurs sont accessibles je dirais, et c'est Microsoft. C'est une société incommensurablement plus grosse que celle que je viens de citer, si tu veux. Donc, non, on est un peu bisounours là-dessus. Ok. Et du coup, c'est la solution par rapport à ça. Bon, pour l'instant, enfin, si tu veux, c'est pas. Il faut pas mettre des responsabilités, comment dire, nous sur des choses qui vont. Non. Est-ce que ça nous empêche fondamentalement de gagner? Non. Faut pas perdre de vue une chose. C'est pas l'entreprise la plus aidée par l'État qui fonctionne. Surtout pas. Surtout jamais ça. C'est l'entreprise qui performe le mieux. Et si on performe le mieux, on s'en sort. Donc, on cherche à innover, à produire des technologies fortes, puissantes, accessibles, comme ça qu'on gagne in fine. Voilà. Et c'est ma croyance forte. Je ne crois pas je crois fondamentalement, c'est pas du tout dans ma philosophie de dire on crée un acteur souverain. Non, ça c'est quand tu crées une industrie qui suppose des coûts d'infrastructure monstrueux, créer des TGV, créer des Concorde. Bon, c'est pas neutre. Donc non, je pense que je pointe du doigt un sujet qui m'interpelle sur la politique industrielle européenne. Je suis pas du tout en train de dire que si un jour on n'allait pas bien, la société n'allait pas bien, ce serait la faute de ce sujet-là. Pas du tout. Non, c'est pas ma question. C'est plus est-ce que, enfin, ça serait utile dans. Ça le serait. Ça serait un accélérateur. Je pense que du coup, on pourra revenir après dans quel secteur ça serait intéressant d'avoir l'État qui flèche, qui crée une industrie. T'as parlé de ton ambition un peu de on va dire de sociétés, de leaders nationaux en Allemagne, en Italie, etc. De créer un champion européen. Toi, quelle est du coup ton ambition que à 2032, à 5 ans, que tu pitch à tes salariés, à tes investisseurs Oui, on a une société qui est le leader en France aujourd'hui sur notre secteur. Voilà. On a encore beaucoup de marge en France pour croître. Néanmoins, oui, dans 5 ans, on ambitionne d'être présent dans au moins 3 pays avec un poids significatif de notre chiffre d'affaires. Et on peut le faire de 2 manières. On a de cesse depuis 4 ans de chercher des sociétés à des capacités de rachat. On continue, mais on cherche, oui, des sociétés à racheter en Europe, toute l'Europe, jusqu'à la Pologne, tout large. Donc là-dessus, t'as du coup créé une petite équipe M&A en interne où tu te fais accompagner par des. Les deux. Voilà, on a une équipe interne de M&A et effectivement, on travaille très très étroitement avec nos fonds d'investissement là-dessus qui sont très bons. Super excitant ça. Ça ou de l'organique, c'est-à-dire qu'on se dit si là ça fait un certain temps qu'on essaie, si on n'y arrive pas de manière par acquisition. Et là, c'est parce que les cibles que tu as vues pour l'instant, elles correspondent pas à tes critères ou elles ont pas envie de vendre? Les deux. Mais la plupart du temps, ce sont non, ça répond vraiment à tes 2 critères effectivement. Ok, très clair. Et un pays en particulier qui serait super intéressant? Non. Je pense qu'en Espagne, en Italie. Il y a beaucoup de choses à faire en Belgique. Très dynamique en plus en ce moment. Allemagne deviendra un jour ou l'autre incontournable. Après, on regarde d'autres pays, la Pologne, les pays de l'Est. Il y a plein de choses intéressantes qui s'y passent aussi en Europe de l'Est. Ok, trop bien. Donc, c'est levier. Un nouveau type de partenariat, oui. On voit beaucoup de partenaires en ce moment depuis l'élection du président américain Trump, la réélection.
on voit un nombre croissant et fort de sociétés se tourner vers nous et vouloir sortir leur technologie américaine historique. Ah ouais. Et on l'entendait en filigrane depuis des années. Tu sais, quand j'étais chez Microsoft, j'entendais souvent ça comme une petite musique lancinante, mais qui participait plus de la frustration que de la volonté de passage à l'acte. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a du passage à l'acte. C'est-à-dire là, il y a vraiment des sociétés qui nous disent, voilà, tout ça qui les intéresse. C'est le lieu du siège social de l'entreprise. Okay. Là, c'est vrai que le président américain a suscité une colère qui se matérialise par des actes. Okay. Ouais. Et donc, on en bénéficie. Et donc, effectivement, on ouvre des partenariats puisque les clients français, une partie vraiment croissante disent on dégage nos techs de sécurité. On veut au moins que cette couche-là, puisque Office 365, on n'a pas d'alternative. Ouais. Sauf à repartir sur des solutions. Il y en a un. Quel est le plus gros cloud européen Plus gros cloud public européen. Alors peut-être le plus performant plutôt, celui qui ceux de Dassault ce que fait Dassault est bien. Ce que fait Dassault est vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Et OVH, c'est pas de l'hébergement aussi Si, c'est plus du hosting. Ils sont nés dans. Ça veut dire on vous héberge OVH. C'est de l'hébergement de sites web sur d'autres sujets. Nous, si, il y en a un aujourd'hui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que nous, on a besoin de grosses, d'un certain nombre de services directement embarqués dans notre cloud, sur de l'IA, qui sont pas dispo sur certains acteurs français. Et je pense que dans un article que tu avais écrit sur LinkedIn en 2020 ou 2021 qui s'appelait Massilia Reloaded, tu avais parlé de Marseille comme potentiel hub stratégique, tech en Europe, avec comme tu sais les câbles sous-marins qui transitent par Marseille. Il y a de plus en plus de data centers qui émergent. Ça, c'est un avantage aussi pour Men in Black ou c'est pas trop de rapport Non. Okay. Non. Ça peut être Non, en réalité, en 5-6 ans, j'ai changé de perspective là-dessus. Okay. Non, c'est plus... moi, je pourrais être localisé n'importe où. Aujourd'hui, je suis à Marseille. Demain, si je me relocalise, ça change radicalement rien. J'ai pas de business local. J'ai pas de relation avec les institutionnels. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je suis là uniquement parce que je veux qu'on soit là. Demain, je me mets à Lyon. On a été sollicité par d'autres régions comme ça, tu sais, ils se disent tiens, on vous accueille et on regarde, on écoute ça. Non, c'est pas tellement ça qui, pas tellement le lieu, plutôt maintenant que l'échelle européenne qui m'intéresse. Ça peut être de n'importe où, vraiment de n'importe où aujourd'hui. Ça n'a plus d'importance. Tu vois, même le schéma Stanford, étudiant R&D financement, il a vécu, il a été incubateur. Maintenant, la notion d'incubation, elle est, tu peux être localisé de n'importe où, être financé n'importe où. Tu vois, c'est différent. Non, je comprends, Donc non, c'est plus maintenant, on peut avoir une force de frappe une force de frappe à l'échelle européenne, qui est intéressant comme débat. Voilà. Et pour atteindre cette ambition, peut-être dans les années passées, dans les années à venir, quels ont été chez Men in Black tes plus gros défis, tes plus gros challenges passés et à venir qui t'ont fait un peu transpirer, un peu suer, un peu mal dormir La progression en algorithmie, la progression en IA. Parce que ça va tellement vite et qu'il faut le sécuriser surtout. C'est-à-dire, notre lab travaille sur des modélisations d'attaques générées par IA et leur rapidité. Je m'inquiète de voir que leur rapidité d'occurrence est plus prononcée que ce que l'industrie s'imagine. Aujourd'hui, 2 attaques sur 3 sont générées par IA. Par IA. Ouais. Et même des attaques vraiment IA, des bots couplés à des LLM. Ouais, aujourd'hui, dans des versions, je pourrais, si tu veux, te donner le rapport de cybersécurité qu'on fait pour que tu regardes. C'est quand même étonnant. Aujourd'hui, tu peux créer un site web en 30 secondes. 30 secondes, montre-moi un site web. Avec notamment Lovable, c'est ça. Un bon site web, un site web fonctionnel, 30 secondes. Je peux créer un site web de impôt.gouv.fr ou de ta banque, banque populaire, ce que tu veux, en 3-4 minutes avec un workflow parfait, avec des fonctionnalités parfaites. Donc, ça arrive
bien plus vite que ce que je vois les décideurs français le réaliser. Voilà. Ça fait quelques sueurs froides parce que ça nous force, et c'est un bien, à nous-mêmes intégrer des briques d'identification d'IA, à nous-mêmes travailler sur, à replonger vraiment dans le cœur des innovations sur des sujets d'innovation IA qui sont donc c'est pas forcément des nuits sueurs froides, c'est des nuits à moitié sueurs froides et enthousiasmantes, des challenges, quoi. des challenges. Ouais, ça c'est un gros challenge. Du coup, c'est vrai que dans ton métier, tu es obligé de recruter les meilleurs parce que enfin tu dois comprendre les systèmes d'information, les logiciels de toutes les plateformes, quoi, pour savoir comment les bons data scientists ils sont bons techniciens, mais ils sont surtout imaginatifs, créatifs. Ouais. C'est-à-dire, tu as des milliers de façons de rentrer dans une maison. Ouais. Mais t'en as qui ont des probabilités plus fortes que d'autres. Toutes les couvrir coûterait une fortune à tout le monde. On pourrait tout simplement tout fermer. Voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit ouvert. Voilà, que ce soit ouvert. C'est le problème des échanges, c'est qu'ils contiennent une dimension de vulnérabilité. Ouais. Un échange. Voilà. Donc non, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant de travailler sur ces sujets avec l'équipe produit et l'équipe R&D. Ouais. C'est fascinant. Merci de nous partager du coup toutes les coulisses et les projets de Made in Black. Moi, j'ai envie de m'intéresser plus à Thomas Kerjean. Okay. Ça fait 30 ans que tu exerces tes responsabilités au plus haut niveau. Il y aura énormément de sollicitations, ça doit être pas mal de sprints. Moi, j'aime bien comprendre aussi chez mes invités qu'est-ce qui les fait tenir ce rythme de performance. Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as des routines, des besoins qui font que t'es plus ou moins équilibré, que t'es bien dans ta tête, que t'es bien dans ton corps pour chaque semaine venir avec la patate et voilà. Est-ce que t'as une recette, une méthode? Je vais te décevoir. Non. J'ai des choses importantes qui me régulent dans ma vie, mais comme beaucoup de gens. La famille, j'imagine. Ouais. Non, ce qui tient ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut redevenir il y a des questions qui m'obsèdent, ouais. Ouais. tu peux en parler ou? Ouais, il y a des questions qui m'obsèdent carrément, c'est-à-dire ouais, on est en train de devenir une colonie américaine en vrai. Ouais, tu penses? Ouais, non, Enfin, on l'est déjà. On l'est. Il reste face à Rome, c'est complexant. Bon, c'est quoi? Et pour, ceux qui nous écoutent, et pour, je sais pas, n'importe quel Français, ça se traduirait comment dans le quotidien, quoi, si on ferait un peu une projection Black Mirror. Ouais. Je peux te passer un essai, une nouvelle que j'ai fait là-dessus. Mais oui, bien, ouais. Voilà. Mais c'est une version dystopique. Je la mettrai dans la description de l'épisode. Si tu veux. Tu sais, le débat actuel, t'entends parler de grand remplacement. Ouais. T'as cette partie, grand identitaire, identitaire. Ce débat-là qui occupe, et t'en as un autre qui est le grand capital. Alors ça, c'est l'autre. T'en as un troisième, c'est le grand effondrement. Bon, tu vois. C'est vrai. Grand. C'est bien résumé. Et je sais pas, peu importe, ces débats, vrai, faux, peu importe. Par contre, je vois un immense remplacement venir, qui fait partie d'aucun des trois. Je vois une immigration massive, très intelligente, gratuite, pas syndiquée, capable de travailler 24/7 sans broncher, plus intelligente que les plus grands prix Nobel. Personne ne s'en choque. Grand remplacement, grand effondrement, grand. Et celui-là, c'est l'immense remplacement, et je le vois venir. Je vois venir des métiers de cadre massivement remplacés par des intelligences artificielles que le pays n'aura pas conçues dans les 5 ans à venir. Donc plus de destruction que de création. Alors dans ce domaine-là, oui, je vois clairement un impact fort au métier de cadre. Ça va des métiers sérieux au bullshit job. Pour les bullshit jobs, tant pis, finalement, c'est peut-être pas mal. Mais par contre, des métiers sérieux, d'analyste,
d'avocats, et c'est pas rien parce que contrairement à la robotisation, tu t'attaques ici à une génération à qui on a promis qu'elle allait être cadre, dirigeant dans le pays et faire de l'argent et tout ça. Cette promesse sera pas tenue. Les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, cette promesse sera pas tenue. Ce qui peut être... Je pense que l'éducation aujourd'hui dans nos écoles, elle est en adéquation avec ce qui attend les étudiants. Tout dépend de quoi on parle. Je pense que l'éducation en France reste, malgré tout ce qu'on en dit, un bon pilier structurant un bon pilier structurant. Il y a plein de défauts, etc. Mais à tout prendre, elle est gratuite. Elle est faite par des gens plutôt compétents et plutôt volontaires donc non, je dirais, par contre, est-ce que c'est assez sur des projets technologiques avec des écoles? Elles y sont très ouvertes, donc je suis pas inquiet. Mais oui, aujourd'hui, ne pas apprendre à un enfant à prompter correctement, c'est une erreur monumentale. J'allais te dire, apparemment en Chine, dès 6 ans, il y a à l'école, on apprend à prompter, évidemment, à avoir des notions de code. Ouais, voilà. Notion de code, ça me paraît même plus utile. Par contre, apprendre à créer un protocole pour diriger une IA me paraît hyper important. C'est-à-dire, et pourquoi je parle tu vois, qu'est-ce qui va se passer dans quantité de ces métiers-là s'ils ne se préparent pas à changer de métier? On va avoir un terreau favorable à une tension sociale énorme. Et tu sais, il y a de la tension sociale en ce moment en France. On s'amuse un peu à jouer des plateformes pour catastrophiser le monde et expliquer que... On a un monde d'élection qui arrive aussi. Voilà, c'est ça. Et celui-là, on parle pas et ça me préoccupe un peu. La version de Black Mirror où 70% de la population est connectée à un Neuralink pour lui injecter dans son cortex préfrontal le niveau de dopamine et de sérotonine suffisant pour le garder amorphe oui, c'est un scénario plausible. Je trouve tout ça aussi couplé à un modèle social qui n'a pas évolué depuis les années 70, qu'aujourd'hui on ne sait plus financer autre que par la dette, que toute une génération aussi. Un mélange de facteurs qui... Il y a un truc qui me choque quand on parle de ce sujet-là, vraiment. Daniel, pardon. Ni qui me choque. Allez, ok. On a un problème à régler. Un problème à régler en France. Si tu regardes macroscopiquement. Attention, je réinsiste. Je suis tout à fait lucide sur le fait qu'il y a quelqu'un qui gagne 1200 € aujourd'hui et dans un niveau de difficulté. C'est pas de ça que je parle quand je parle de problème. Je parle de problème en tant que modèle global. On a de la dette. 180 milliards de dettes. C'est à peu près le seul problème à régler. Bon. Ok, c'est un problème qui pose la question des retraites, essentiellement. C'est le plus gros budget voilà. Et je trouve ça étonnant. Je sais pas ce que tu en penses. Question pour toi. Tu trouves pas étonnant qu'on se soit pas posé la question de quelle allait être la contribution de l'État lui-même à la résorption de cette dette? Pourquoi est-ce qu'on porte le sujet sur le modèle de retraite, de financement public de la santé, etc., là où il serait plausible que le modèle continue à fonctionner en étant plus efficace? Les hôpitaux sont passés de un taux d'encadrement administratif de 7% à 33% à 50 ans. Est-ce qu'on pourrait réguler les process d'une manière différente, automatiser un certain nombre de choses et continuer à payer mieux des infirmières, offrir plus de soins ou pas? Est-ce qu'il y a la captation de... l'efficacité. C'est tout le sujet depuis 1 an et demi avec le vote du budget et le monde de l'entreprise qui plaide pour la réduction de la dépense publique plutôt que pour autre chose. Mais l'État le coût de fonctionnement, Daniel. Le coût de fonctionnement. Tu sais, cette question étrange qu'on pose en France. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens? Et je trouve ça choquant. C'est tellement infantilisant. Donc en gros, est-ce qu'il vaut mieux faire un bullshit job ou essayer d'aider quelqu'un à trouver quelque chose, un travail qui a un impact dans sa vie? Pardon, c'est un peu... je suis conscient que c'est un peu tranchant comme question. Je suis conscient. Mais aujourd'hui, tu le sais, on a toute une classe de dirigeants aussi aujourd'hui, travailler dans la fonction publique à des niveaux politiques, tu es formé, t'es un peu en silo dans ces milieux-là, quoi. Tu connais pas autre chose. Donc il y a besoin aussi, et je pense que tu parlais en début d'épisode de générations qui ont un peu un choc culturel avec d'autres générations plus positives aujourd'hui. T'as parlé des 3 grands remplacements, etc. Et en fait,
en fait, on a peut-être en France aujourd'hui des silos qui se parlent pas, et pour le silo public, c'est le problème du grand capital. Pour le capital, c'est le problème du millefeuille administratif. On a tous des angles morts. Et il faut apprendre à coopérer, à se parler, à comprendre l'autre, quoi. Ouais, à se sentir responsable en tant qu'adulte. Ouais. En tant qu'adulte responsable. Ouais. D'avoir des droits et des devoirs, quoi. Ouais. C'est quand même le propre de l'adolescent de trouver la faute sur les autres, non? Oui, non, c'est vrai. Non, c'est sûr. Totalement aligné avec toi. J'avais une question qu'on a déjà un peu abordée, mais sur notre rôle possible par rapport aux US et à la Chine. T'as un peu déjà expliqué le playbook de pourquoi les US et la Chine réussissent. Donc investir en R&D, flécher la commande publique sur 8 candidats, créer 2 champions, et après les exporter dans le monde. Tu as récemment pu avoir posé une question à Emmanuel Macron, qui a fait son tour de France, qui est venu à Marseille. Tu as aussi écrit une tribune, je crois, ou contribué à un article sur le sujet où tu parles de la fragmentation de l'investissement public français, ou que, en gros, la France saupoudre trop ses aides et devrait miser sur des verticales précises au lieu de miser sur 20. La Chine aujourd'hui, il y a un documentaire récent qui est sorti, super intéressant, qui montre que la Chine maintenant a 10-15 ans d'avance en hardware sur tout ce qui est robotique, même smartphone aujourd'hui est meilleur que les US, plus innovant sur les voitures électriques à des prix pour 40 000 euros qui sont plus luxueuses que des modèles ici à 100 000 euros. Donc l'industrie automobile, qui est quand même le premier employeur d'Europe, est en grand danger. Donc la hardware en Chine, si on veut être compétitif aujourd'hui, ça va être très compliqué. Sur la software, les US sont leaders, et l'investissement, pour la course pour les rattraper sera trop compliquée. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es déjà d'accord avec ce contexte-là? Est-ce qu'il faut adopter une stratégie d'essayer d'être compétitif sur de la software et de la hardware, ou chercher au contraire d'autres verticales où on aura notre différenciation? Si t'étais avant t'étais ministre du numérique, là si t'étais Premier ministre ou président, quelle serait ton analyse du sujet et ta stratégie? Waouh, j'ai des promos de questions en question. Je sais pas si ce sont des jobs que j'accepterais déjà. Non, mais c'est pas intéressant compétent d'avoir ton point pour de ça. vue. Le software, c'est plus une verticale. Ouais. C'est une horizontale qui touche toutes les industries. Ouais. Toutes les industries. C'est plus une. Est-ce que ça va rester une industrie? Oui, comme l'électricité, avec des différenciateurs. Non, je vais te répondre différemment. D'accord. Si j'avais des enfants aujourd'hui, à quel type de métier, s'ils voulaient être, en fonction de ce qu'ils veulent faire, bien sûr, quel type de métier je leur conseillerais? S'ils me disaient, je veux faire un métier manuel, je les encouragerais vivement. Je pense que les gens qui vont faire des métiers manuels vont être très riches. Les électriciens, les plombiers vont être très riches dans les années à venir. Très, très dur de remplacer ce job-là par une combinatoire d'intelligence artificielle et de robotique qui va être, à part pour des castes vraiment très réduites qui seront un peu les pilotes, le temps que le coût fasse son retour, il y a un moment. Donc là, je dirais, si tu as 20 ans aujourd'hui, considère ça, vraiment. Okay. Parce que là, en gros, par exemple, devenir développeur, ça va se commoditiser, quoi. Ça va changer. Ça va fortement changer. Les développeurs vont devenir des managers d'intelligence artificielle, revoyant des specs, corrigeant des specs, sachant. Donc effectivement, on n'a plus besoin, comme à l'époque de l'annonce des projets French Tech, de 300 000 développeurs en France. Je pense que si c'est 10 fois moins, c'est déjà pas mal. Regarde Capgemini, donc les sociétés de services. Ça ne veut pas dire du tout que le métier va disparaître. C'est-à-dire qu'il va se muter vers Il faudra toujours être quand même dans une bonne mesure, je pense, être compétent en Java, être compétent dans un langage, back-end, front-end, etc. pour savoir dire si ce qui est généré est bon. Il faudra le sécuriser.
parce que introduire des notions de sécurité et de compliance dans du code, c'est aussi un gros job. Donc, disons qu'avant on ne manageait que des gens, aujourd'hui on va manager des gens et des IA. Voilà, c'est ce de la supervision, quoi. Ouais. Okay. Mais donc, ouais, métier manuel. Ouais, les métiers artistiques. Je pense qu'il va y avoir une mutation forte avec une production de très basse qualité. C'est déjà le cas puisque plus de la moitié de ce qui est sur Spotify est généré par IA. Mais il va y avoir, en fait, à la fin, la valeur de cette activité humaine, elle est de voir. C'est quand même, c'est ça l'art. À la fin, c'est quelque chose de beau. C'est pas décorrélable de qui le fait complètement le beau. On va vouloir aller en concert. On va pas être en concert sur nos téléphones. Non, on va vouloir aller en concert. On va se reconnecter, en fait. Voilà, c'est la musique, c'est à synchroniser les groupes. Donc, c'est sa fonction. Donc, on peut la distribuer, mais est-ce qu'elle peut être complètement générée par IA? Oui, une partie, assistée. Remplacer complètement? Non, je pense pas. Et je pense que là, il y a de l'avenir. Et il faudra que les gens soient compétents en IA. Tu vois, tout comme le cinéma, le théâtre, l'art relationnel va durer, va même oui. Les analystes. J'ai un fils qui est en études de droit. Il ne saura pas. J'en ai la certitude. Il fera pas des stages, il fera des stages dans le cabinet d'avocat, mais son cabinet d'avocat pourrait tout à fait être une ou deux personnes au lieu de 30, manageant des IA, entraînés sur du droit fiscal, entraînés sur, qui ne remplaceront pas les gens, mais qui remplaceront toutes les couches de processus de recherche, de jurisprudence, voilà. Des IA le feront très bien. Voilà. Donc, là-dedans, je dirais, cherche deux choses. C'est pas un drame. C'est pas un drame en soi. C'est une évolution. Quelque part, est-ce que j'ai le choix? Si je l'ai, je veux faire une révolution. Très bien. C'est un choix. Si je pense que ça va exister indépendamment de moi, soit je trouve la solution à un algorithme qui est très dur à remplacer. En santé. Tu disais le software. Non, en santé, en Europe, on pourrait. On est fort, en santé. Imagerie, détection de cancer, c'est pas une verticale, le software. C'est une compétence métier. Oui. Donc c'est un outil, Outil. En santé. Énergie, on a parlé des autres secteurs. Les secteurs, on pourrait vraiment faire. Marseille est un des plus gros lieux de santé d'Europe, du monde. Les gens viennent se faire soigner ici. J'ai un ami de New York qui dit, voilà, c'est de la compétence vraiment sérieuse. C'est vraiment pas des apprentis ici. Voilà. Donc santé, énergie. Ouais, mais cherche un algo difficile à remplacer, de détection en cancérologie, de détection en troubles psychiatriques, de détection en problèmes cardiaques. Ça passe par beaucoup d'R&D, du coup. Ouais. Mais là, on a de la connaît. La matière, on a tu vois, on a des choses. On a les data scientists appellent ça les moats. Tu sais, on a vraiment l'avantage concurrentiel en main qu'on pourrait exploiter. Est-ce qu'il faudrait investir dans l'armée aussi ou pas? Comme secteur, comme industrie. On a une sur ce sujet. C'est une industrie absolument nécessaire. Pour avoir la paix, on doit préparer la guerre, donc savoir fabriquer des armes. Dans l'esprit d'être une colonie, on a tous nos voisins qui ont des avions de chasse américains. Notables à distance depuis les États-Unis. Donc. Voilà, c'est ça. Notamment, donc pour ces deux raisons, oui, je suis pour une défense plus forte en France. Oui, c'est une évidence de pouvoir de pouvoir en dernier recours se défendre soi-même, c'est impératif, et d'avoir. Alors on a quand même on est quand même pas. Tu enlèves tout le bruit médiatique. On est quand même un pays avec une centaine d'ogives nucléaires dont chacune causerait 10 fois les dégâts de ce que Hiroshima a 15 kilotonnes de mémoire. Donc le pays a de quoi pulvériser quand même. De faire peur, en tout cas. De faire très peur. Donc ça, c'est quand même de pas être agressé, on va dire. Voilà. Non, voilà. Donc oui, c'est critique. C'est pas c'est pas un truc dans lequel je voudrais travailler, bien sûr, mais c'est. Du coup, si nos auditrices ou auditeurs voudraient là entreprendre et entreprendre dans un secteur porteur, en tout cas avec une forte ambition européenne, énergie et santé. Ouais, ou un secteur à moindre échelle, sans que ce soit forcément. Si tu trouves un algorithme qui est pas remplaçable, tu dures. C'est ça là. Tu dureras. Et l'autre clé, c'est si tu as une audience, tu vas avoir un nombre d'audience fragmenté, et si tu tiens une audience durable, tu auras un canal. Et l'algorithmie. C'est les deux gros sujets que je vois, ce sont ces deux-là, c'est-à-dire
tu crées quelque chose de différenciant en valeur par quelque chose de compliqué à répliquer. Ouais. L'algorithmie, ça va se situer là, appliqué à un secteur. Et- Ou ouais. l'audience, c'est-à-dire tu captes une audience à laquelle tu donnes une valeur Mm. forte, Mm. pérenne, durable, en croissance. Ouais. Ouais. Ok. Et sur la partie l'algorithme difficile à répliquer, si moi par exemple j'ai un profil plus commercial ou d'autres auditeurs aussi et que on n'a pas, on veut chercher, une personne plus technique qui est plus dans le milieu de la R&D. Est-ce que qui aura l'idée, quel serait un peu le playbook que tu recommandes? Mais t'as toujours, tu sais, tu dis Ouais, commercial, hein, mais il y a beaucoup de ouais, gens qui ce sont toujours des binômes entre un ouais, concepteur produit ouais, et un développeur produit. Il y a mm, toujours quelqu'un pour ouais, concevoir ouais, un avion et quelqu'un pour ouais, donc c'est toujours ce binôme finalement. Ça ouais, c'est un commercial, si tu entends par là quelqu'un qui a une formation non technique et plutôt en sciences sociales. mm, Mais t'as pas besoin d'être ouais, technicien pour avoir une idée sur. Et bien il faudra évidemment ouais, t'entourer d'un technicien pour mm. la réaliser. Ok, Oui. ok, très clair. Dernière question avant de conclure l'épisode que j'adore. Ah bon? Ouais, ouais, Cool. c'est vraiment stimulant. Euh, Comment faire pour avoir plus de Mail in Black, de start-up tech en forte croissance sur le territoire? Est-ce que déjà c'est une bonne question à se poser ou pas? Et comment faire? Euh, euh, la French Tech a contribué quand même à stimuler Mm, les énergies de très belles boîtes ici. Imcheck, Ombrea, mm, quantité de sociétés vraiment très bien. Est-ce que c'est est-ce que c'est un impératif? Pas forcément. Ce sont souvent des politiques régionales objectives qui sont de dire, mm, Sophia Antipolis, nous voulons mm, être une pépinière de sociétés technologiques. Ça crée de l'emploi mm, qualifié, qui fait tourner l'économie. Bon, ok. mm, mm. C'est je sais pas, moi, enfin, je ne le raisonne pas en tout cas à l'échelle de la ville. Ouais, ok, On est hébergé ici, c'est un peu notre base. ouais, Euh, on contribue à des initiatives, on coach quantité de startups localement, mm, ceux qui le veulent. On coach, on s'occupe avec la plateforme du projet Cyberpark pour voilà, c'est pour avoir un impact sociétal plus que voilà. Donc oui, ça peut exister. Et en général, il faut qu'il y ait un centre de gravité industriel quand même. Par ouais, exemple, la logistique pourrait être un sujet légitime de ouais, pépinière, supply ok, chain, modernisation de supply ouais, chain. Voilà. ok. Énergie, énergie aussi, Voilà. ouais. Ok. Santé pourrait être un Santé, ouais. vrai, Ouais. je sais pas par quel angle le C'est prendre, le cas mais déjà un peu. Enfin, il y a quand même il y a une surproportion de oui, startups en santé ici par rapport au reste ouais. de la France. Tu veux dire, par exemple, je vais créer un algo qui va identifier très tôt chez les adolescents un trouble anxio-dépressif. Hmm. Et ici, tu as de quoi faire ça mieux. Enfin, tu es dans un des très bons lieux Hmm. dans le monde. Si tu veux dire le DMS5, tu sais les cartographies, tu pourrais le réinventer d'ici. Voilà. Ok. Tu pourrais. Non, il y a quantité de choses. Génial. Ouais. Parce que tu as déjà des concentrations de Ouais. compétences industrielles, donc logistique évidemment, santé. T'as quand même Ouais. ces deux sujets-là qui sont forts dans Ouais. cette ville. Voilà. Trop bien. Bon bah génial, ça donne peut-être des petites graines, des petites idées pour moi et pour quelques auditeurs. Génial. Thomas, j'ai 3 questions rituelles D'accord. avant de finir l'épisode. Qui est-ce que tu aimerais écouter dans Vitamine Sud, entrepreneur ou autre profil, dirigeant ou autre profil, ou si là tu pouvais choisir, si tu avais un dîner ce soir et que tu pouvais inviter n'importe qui à ce dîner, qui est-ce que tu aurais envie d'écouter et qui a un lien avec le territoire, la région? Un lien avec le territoire et la région. Ouais. Ouais, t'en as déjà interviewé beaucoup que j'aurais voulu écouter. Hein. Attends, essayer les questions suivantes alors, parce que là, il n'y a rien qui me vient. Tous les noms que tu m'as cités avant, je vais les Ouais. écouter Ok, justement. Ouais. ok. Et peut-être dans un autre domaine que l'entreprise, sport, art,
chercheur. Ouais, j'aimerais bien entendre des chercheurs, des professeurs de la fac de médecine sur les zones sur lesquelles ils pensent qu'on pourrait créer des innovations. Ça pourrait être. Ok, Ouais, il y en a plusieurs là-dessus. Hein. Intéressant ça. ok, trop bien. Je me le note. Génial. Quels sont tes besoins prioritaires urgents de cette année et pour lesquels on peut essayer de te contacter Mais j'ai pas de besoin urgent. Ok, vous de besoins prioritaires, c'est des équipes, des recrutements. Recrutement, on recrute en continu. Ouais, ok. On recrute en continu les profils qu'on s'est donnés ici. Non, recrutement, financement. Si des chercheurs en informatique sont dans des partenariats un peu pointus, oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Ok, trop bien, Ouais. très clair. On est en janvier, on est tout fin janvier 2026. Là. On se retrouve en décembre 2026 et pour fêter quoi? Le fait qu'on n'a pas pris une ride, on est resté heureux, voilà, et qu'on a encore de super projets enthousiasmants, voilà. Génial, j'ai hâte de fêter ça, Thomas. Voilà. Je te remercie pour ces 2 heures de pur kiff, de stimulation intellectuelle, de Merci à toi. partage de points de vue que j'ai adoré, d'une découverte à 360 degrés de Men in Black que j'adore et que j'adore votre vibe et que j'espère de plus en plus de dirigeants vont adopter et the sky is the limit. Le sky est encore loin pour Men in Black, donc j'ai hâte de voir la suite aussi. Merci Merci pour tout ça, Thomas. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média et j'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 mini-actions très rapides aident énormément. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple, Deezer ou autre, puis cliquez sur évaluer l'émission et mettez-moi une petite note 5 étoiles. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.